La peur de la mort, ça peut être plein de choses. Ça peut être la peur de la mort de ceux qu'on aime, ça peut être la peur de sa propre mort, ça peut être la peur de ne pas avoir assez vécu comme on voulait vivre. Nous, on est face à l'urgence. Le rite funéraire, il est par nature dans l'urgence. Et puis, ce chaos dont tu parles, il amène chacun à aller à l'essentiel. Et moi, c'est ça qui me passionne. C'est quoi l'essentiel pour un défunt ? C'est quoi l'essentiel pour une famille ? Son rite, son histoire, un geste d'hommage, un lieu qu'il faut absolument trouver pour que ça fasse du sens. Mon moteur principal, c'est de progresser. C'est la compétition interne. C'est de me mettre dans des situations inconfortables pour capter, pour comprendre, pour expérimenter, pour devenir meilleur, tu vois. Et l'entrepreneuriat, en fait, c'est ça, tous les jours, puissance 10. Tu peux faire confiance au naturel pour survivre à la mort d'un proche. Enfin, on se le disait, c'est insupportable, tu vois. Il y a des morts, c'est insupportable. Et pourtant, tu peux t'en remettre. Tu peux vivre avec. Il y a un processus inhérent à l'humanité qui fait que la très grande majorité des gens peuvent vivre avec. Avant de démarrer l'épisode, j'aimerais vous parler d'Eskimos, l'entreprise que j'ai fondée il y a 10 ans. Depuis 2015, on a accompagné plus de 2000 entreprises en Europe pour booster leur visibilité sur Google, TikTok, Amazon, Instagram et beaucoup de ChatGPT ces derniers temps. D'ailleurs, on a développé un outil super puissant chez Eskimos pour suivre en temps réel son référencement sur ChatGPT, Gemini et même Perplexity. C'est un sujet qui me passionne depuis toujours. Aider les marques à être visibles là où leurs clients les cherchent vraiment. Si vous voulez qu'on en parle, écrivez-moi directement par email, je vous le laisse juste ici, andrea.bensaïd@eskimos.fr. Je réponds personnellement à tous mes messages. À bientôt. Salut Clémentine, comment ça va ? Salut Andrea, super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Sachant qu'on va devenir voisins, je crois que tu vas habiter à 5 minutes d'ici. Exactement, dans un an normalement. C'est un événement quand on achète son appartement, quand on est entrepreneur, parce que souvent on a tout son capital dans la boîte. C'est vrai. Ça vient souvent assez tard. Ça vient assez tard, ouais, ça vient plus tard que pour d'autres parcours, je suis d'accord. Et c'est sympa, du coup, comme achievement aussi pour sa famille. Donc, c'est un super projet. Je suis content aussi, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est tabou en France, on va parler de la mort. J'avais reçu Mathias Bazzino, on parlait finance, et il me disait on parlait des sujets tabous. C'est marrant, je crois pas qu'on avait parlé de la mort, justement. On avait parlé, je crois que le premier, c'est le sexe, la sexualité. Et le deuxième, il me semble que c'est l'argent. Mais à la mort, à mon avis, est bien placée dans les sujets tabous en France. Ouais. Je pense à deux titres, entre nous tous socialement et aussi par rapport à nous-mêmes. Finalement, je pense qu'on se détourne souvent de ce sujet de notre propre finitude, alors qu'il est parfois aussi assez intéressant à explorer, notamment quand on veut se fixer des objectifs de vie, trouver du sens à son parcours pour être apaisé quand ce sera le moment de notre grand passage. Mais c'est presque un tabou inconscient dans le sens où on l'a toujours en tête. Je pense qu'on fait ses projets même par rapport à ça, tu vois. D'ailleurs, c'est peut-être une erreur, mais... la sexualité par exemple et l'argent, c'est des tabous, pas parce que c'est des peurs, je pense, c'est plus parce que je pense qu'il y a une gêne. Alors je pense qu'il y a aussi une gêne dans la mort, mais la mort pour le coup, je pense qu'il y a aussi, comme tu le dis, là, comme il y a une notion de... C'est peut-être l'un des phénomènes qui fait le plus peur aussi depuis toujours. Ça fait peur, c'est aussi très dur à accepter en fait. C'est insupportable de mourir, tu vois, le concept. Donc je pense qu'il y a deux choses. Il y a conceptualiser la mort et l'accepter, accepter que ça existe. Et puis ensuite, bien sûr, la peur et qu'est-ce que ça suscite et qu'est-ce que cette peur aussi peut créer comme mise en mouvement. Je pense que, comme dans l'entrepreneuriat, en fait, la peur, elle est assez intéressante à condition de l'adresser, de la contourner, d'écrire exactement de quoi on a peur. Parce que tu vois, la peur de la mort, ça peut être plein de choses. Ça peut être... la peur de la mort de ceux qu'on aime, ça peut être la peur de sa propre mort, ça peut être la peur de ne pas avoir assez vécu comme on voulait vivre. Et donc, je pense que aussi de creuser qu'est-ce qui m'angoisse
pour voilà, se dire les choses et vivre sa vie avec plus de conscience. Je pense que c'est très intéressant sur les sujets tabous, et la mort, c'est évidemment un grand sujet tabou. Et puis on s'y intéresse quand ça nous touche, ou plutôt quand on est âgé. Ouais. Tu vois, je pense quand on est adolescent, quand on a la vingtaine, je sais pas, à l'école, on ne parle pas de la mort. C'est pas un sujet dont on nous sensibilise beaucoup. Et moi, je trouve que c'est vrai que ce serait important. Je sais pas, moi, j'ai le sentiment, par exemple, que tu vois, j'ai 37 ans aujourd'hui, on m'a jamais vraiment sensibilisé. Et je pense que c'est quand ça t'arrive, quand ça arrive à des proches, que tu finis par t'y sensibiliser par la force des choses. Mais du coup, c'est aussi quelque chose où tu n'es pas forcément préparé. Un peu comme devenir parent. C'est marrant, je repense à Mathias Bassino, mais il dit on t'apprend pas à devenir parent. Ouais. On t'apprend pas non plus comment gérer un deuil, comment perdre un proche. Complètement, alors que c'est une matière aussi très belle et très douce. Je sais pas comment dire. Par exemple, les rites funéraires. Donc nous, on accompagne toutes les communautés. Et c'est vraiment des rites qui sont là pour que les vivants survivent à cette souffrance. Donc ils sont assez peu dogmatiques. Ils ont beaucoup de bon sens, en fait, les rites funéraires. Et ils sont aussi souvent les mêmes d'une communauté à l'autre. Ils portent pas les mêmes noms et ils s'exécutent pas pareil. Mais à la fin, il y a se rassembler, il y a dire au revoir, il y a les temps de commémoration. Tu vois, il y a des choses semblables d'une communauté à l'autre. Et du coup, il y a une vraie matière d'universalité. Et on peut vraiment s'accompagner les uns les autres. Tu vois, parfois, on dit ce serait bien que ce soit plus universel, qu'il y ait une vraie humanité partagée, et on se rend compte encore plus aujourd'hui que c'est pas si facile et que la société, elle est fracturée. Mais faire face à la mort, c'est un moment qui est éminemment universel. C'est pour ça que tous les rites se ressemblent sur Terre, et c'est pour ça qu'on est capable d'être en lien ensemble aussi. Et donc, je pense qu'il y a plein de choses à véhiculer à travers ce moment-là. On arrive aussi à être en empathie automatiquement, tu vois, face au deuil. On comprend l'autre, on comprend sa souffrance. Et malheureusement, le chemin du deuil, qui est encore autre chose que faire face à la mort, c'est vrai qu'il est assez invisibilisé, alors que c'est une souffrance qui est partagée par 80% des Français se disent avoir été marqués ou sont marqués par un deuil. Donc en fait, c'est une matière ultra commune. Et moi, les gens me racontent, et il y a toujours quelque chose à dire, à la fois sur ce qu'ils sont en train de vivre ou sur une personne qui est partie, qui les a marqués. Et donc ça crée beaucoup de liens, en fait, aussi. Je trouve qu'il y a aussi des belles valeurs qui sortent. Tu vois, je cite toujours cet auteur parce que j'adore cette phrase du chaos naissent les étoiles. J'adore cette phrase, et je trouve que par exemple dans la mort, il y a beaucoup de dignité qui en sortent. Tu racontais dans un podcast que tu avais été beaucoup marqué au début de ton projet de rencontrer des gens qui faisaient face à la mort d'un proche, et en fait tu sentais certaine noblesse dans les valeurs, c'est-à-dire qu'il y a une dignité, enfin de la dignité, de la résilience, et que ça t'avait beaucoup touché. Est-ce que c'est quelque chose qui continue de te toucher? Parce que ça, pour le coup, c'est universel. Je pense que quand tu assistes à une cérémonie, souvent, moi, je trouve que c'est vrai que moi, personnellement, en tout cas, c'est vrai que la dignité des gens en deuil, ça touche beaucoup. Enfin, moi, ça me touche beaucoup. Ouais, c'est incroyable à voir. On ne s'habitue pas à ce courage de rester debout juste après la mort. Moi, ça me surprend chaque jour, et c'est vrai que c'est admirable. Et il y a aussi quelque chose qui me surprend, c'est ce qui émane du groupe rassemblé pour les obsèques. Cette communion au sens de on fait un tout pour se ressouder. On a perdu l'un des nôtres, donc le lien est fragilisé d'une certaine manière, puisqu'il y a un des membres du groupe qui n'est plus là. Et donc le groupe se resserre pour surpasser cette perte et pour se soutenir. Et c'est dingue d'observer ça, d'être en première ligne de ce qui... et ça, il y a une dimension spirituelle, il y a une dimension physique aussi du groupe. Et à la fin, du coup, il y a cette dignité, cette force des plus endeuillés. Et il y a aussi quelque chose du soutien qui est sous nos yeux. Ça, c'est vraiment incroyable. Ouais. Est-ce que c'est pas une des plus grandes formes d'humanité au final? Parce que si l'humanité, c'est aider ton frère, ta sœur est à côté, si tu vois, on est tous frères et sœurs, parce que finalement, là, quand arrive la mort, c'est pas là où on a le sentiment d'humanité le plus fort, dans le sens où, tu vois, même si tu as des engueulades de famille, des problèmes ou quoi, la mort, d'une certaine manière, c'est ce qui réunit le plus et qui efface les mauvais sentiments, les rancœurs, etc. Tu vois, peut-être versus, je sais pas, prenons par exemple versus un mariage. Un mariage va peut-être moins...
bizarre ce que je vais dire, mais du coup, ça va peut-être moins unir dans le sens où les rancœurs, elles disparaissent pas les uns entre les autres quand tu assistes au mariage de quelqu'un. Alors qu'à la mort, tous les mauvais sentiments disparaissent pendant ce moment-là. En tout cas, c'est un laps de temps un peu unique et du coup d'une forte humanité, quoi. Et du coup, ça, c'est... Tu vois, on pourrait se dire tu travailles dans le milieu de la mort, alors que ça pourrait être un peu, je sais pas, peut-être glauque pour certains, etc. Alors qu'au final, si tu creuses bien, à mon avis, il y a peut-être les sentiments et les valeurs les plus fortes, en fait. Étrangement, on pourrait se dire. Et la chaleur humaine la plus forte aussi, parfois. Enfin, je suis hyper d'accord avec ce que tu viens de dire. Et du coup, c'est vraiment mis entre parenthèses quand il y a des frottements au sein d'une famille. Vraiment, les gens se tiennent par souci de dignité. C'est beau à voir. Et il y a aussi un retour à l'essentiel pour le défunt et pour sa famille. Qu'est-ce qui compte vraiment ? Et ça, c'est aussi une grande différence avec le mariage. Parfois, on me dit, tu pourrais faire des mariages. Et là, je me dis, bon, la personne n'a pas vraiment compris ce que je fais. Parce que ça n'a rien à voir. Tu vois, dans le mariage, tu as le temps de confectionner quelque chose parfois d'ultra sur mesure, etc. Nous, on est face à l'urgence. Le rite funéraire, il est par nature dans l'urgence. Et puis, ce chaos dont tu parles, il amène chacun à aller à l'essentiel. Et moi, c'est ça qui me passionne. C'est quoi l'essentiel pour un défunt ? C'est quoi l'essentiel pour une famille ? Son rite, son histoire, un geste d'hommage, un lieu qu'il faut absolument trouver pour que ça fasse du sens. Et les gens font ce travail de sélection. Ils arrivent en disant ça compte pour nous. Et du coup, nous, c'est une mise en mouvement incroyable parce que c'est vraiment ça compte. Donc là, il faut qu'on y arrive, indépendamment du parcours classique. Voilà, je repense à une famille où c'est quelqu'un de notre âge qui est décédé et il y avait 4 frères, il y avait le papa et ils voulaient un lieu original et on a réussi à faire la cérémonie dans un cinéma parisien. Et alors au moment où ils nous ont briefé sur il faut un lieu singulier, on n'avait pas encore ces infos, mais en organisant la cérémonie, on a réalisé que son faire-part de naissance, c'était une affiche de cinéma et que le prénom de cette personne, c'était Dustin, en hommage à Dustin Hoffman. Okay. Parce que c'était une famille de passionnés de cinéma. Et ça s'est fait dans un cinéma. Et là, tu te dis, OK, là, on a... En fait, c'était cet essentiel-là. Et ce qui est beau aussi, c'est que comme c'est essentiel, les gens nous disent oui. Parce que nous, on appelle quand même parfois des propriétaires de cinéma, de théâtre, et on leur dit, on va venir avec un cercueil, une assemblée, et ça va être OK. Ce qui est quand même inconfortable, tu vois. Parce que justement, il y a ce tabou. Nous, on arrive, on prend notre téléphone, on parle de la mort, et on leur dit, il va falloir nous ouvrir les portes. Et bien, tous, ils nous ouvrent les portes. Est-ce qu'il y a un aspect d'accompagnement émotionnel ? Parce que quand quelqu'un meurt, ceux qui sont dans la souffrance, c'est ceux qui restent vivants. Et donc, du coup, est-ce que vous accompagnez aussi après, au-delà de la gestion des obsèques, aussi les familles, les proches, ou ça, c'est un service vraiment différent ? Là, je sais pas, par exemple, un service sur l'accompagnement dans le deuil, etc. Ouais. Alors, il y a 2 dimensions juste après les obsèques. Il y a les démarches administratives qui sont une charge pour les familles. Mais ça pèse 10 tonnes, t'es fatigué, t'es KO parce qu'il y a, tu vois, tu tiens debout pendant la cérémonie, puis après, il y a la grande vague du deuil que tu te prends dans la tête. Donc, il y a beaucoup de fatigue qui arrive juste après. Et c'est là que tu dois clôturer des comptes, appeler la sécurité sociale, appeler la retraite. Donc là, on a confectionné un guide et on accompagne les familles sur, on va dire, 80% des démarches. Ensuite, il y en a qui sont trop personnalisées. Ça se fait souvent avec des notaires ou d'autres spécialistes. Donc là, on est là. L'accompagnement du deuil, alors, ce n'est pas notre expertise, l'accompagnement psychologique. C'est très présent dans notre savoir-être. Mais ce chemin sur le deuil plus long avec un thérapeute, on n'a pas fait des études pour ça, on ne s'est pas formé à ça. On s'est formé au bon sens, à la bonne psychologie, au bon savoir-être quand la mort est là, pour arriver à faire parler chacun, pour s'assurer que les souhaits sont bien déposés, parfois pour savoir comment réagir face à la colère ou à l'immense tristesse qui arrive avec le deuil, mais ensuite on laisse la place aux spécialistes. Très clair, oui, c'est vrai que c'est un autre métier finalement. Ouais. Et alors du coup c'est un marché particulier parce que c'est un marché que personne n'a adressé depuis toujours. Peut-être, non, avant d'aller sur le marché, un petit point, moi c'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les gens qui
quitter leur poste, quel qu'il soit, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand on connaît le taux d'échec, je pense qu'il faut beaucoup de courage. Et alors toi, c'est d'autant plus marqué parce que tu étais directrice marketing d'un groupe du CAC 40, Unibail, si je ne me trompe pas. Exactement, oui. Et en plus, assez jeune. Oui. Tu avais 27 ans. Exactement, j'avais 27 ans. Je pense que tu étais la plus jeune CMO d'un groupe du CAC 40. Ouais. Donc en gros, tu avais la carrière, c'est assez rare, quoi. Puis en plus, les salaires, quand tu es CMO d'un groupe du CAC 40, en début de carrière, comme ça doit déjà être très élevé, je pense. Ouais. Ça tourne autour de combien Écoute, moi, c'était autour de 200K. Okay. Donc c'est énorme, parce que déjà, gagner 200K en tant qu'entrepreneur, c'est chaud, quoi, déjà. Ouais, c'est sûr. On ne dit pas souvent, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs juste qui ne gagnent pas 200K, quoi. Ouais. Pour gagner 200K, il faut faire peut-être, je sais pas combien de millions d'euros de chiffre d'affaires, déjà. Bien sûr, pendant les 5 premières années, à moins d'un miracle sur ta croissance, c'est pas du tout ces niveaux de salaire. Ça, moi, je connais clair. très peu de... Qui se payent ces salaires-là. Je crois que le CEO de Mistral, là, au début de ses premières levées, je crois qu'il se payait 100 000 ou 150 000, tu vois. Ouais. Enfin, c'est les salaires à peu près, je crois, des gros CEO, des grosses boîtes tech. Ouais. 100 000 à peu près, 150 000. Donc, tu étais dans une boîte du CAC 40, directrice marketing. Enfin, tu avais démarré ta carrière sur un peu les chapeaux de roue, quoi, tu vois. Ouais. Écoute, oui, alors du coup, la chance que j'ai eue aussi, c'est d'observer vite, d'être à un bon poste d'observation pour me dire, OK, c'est quoi être numéro 1 d'un groupe du CAC 40 ? Parce que tu vois, moi, j'ai une immense ambition. Donc, du coup, j'étais bien placée en tant que CMO pour voir, OK, c'est quoi la vie d'un patron du CAC et est-ce que c'est ce que j'ambitionne ? Ça doit être très dur d'être patron du CAC. Enfin, je voudrais pas voir l'agenda d'un CEO d'une boîte du CAC 40. Exactement. Je pense que tu réagis comme un entrepreneur. C'est que la valeur temps, elle vaut beaucoup, beaucoup pour toi. Moi, c'est le cas aussi. Et du coup, je me suis dit, tiens, le coup d'après, c'est pas ce qui me plaît. Et puis, j'avais surtout ma flamme entrepreneuriale. Mais en fait, quand t'es patron du CAC, t'as un tiers de ton temps, c'est d'aller voir les banquiers, les investisseurs pour que ton action soit valorisée, qu'elle grimpe. Un tiers de ton temps où tu vas être bien sûr aspiré par la dimension gestion, revue RH. Voilà, c'est des paquebots, tu as des milliers de collaborateurs, donc ça prend du temps. Et finalement, qu'un tiers au projet. Okay. Où là, tu vas trancher, lancer des projets ambitieux, etc. Mais du coup, je me suis dit, bon, finalement, je vais vers potentiellement des jobs où 30% de mon temps est consacré au projet. Moi, c'est ce que j'aime. Okay. Et le reste à des choses qui me portent moins. Et voilà. Et puis, en même temps, j'avais aussi très, très envie d'entreprendre depuis toujours, en fait. Mais là où je trouve que tu as d'autant plus de courage, alors, je pense que quel que soit le poste que tu as, quitter ton poste pour faire l'entrepreneuriat, il faut un niveau de courage maximum. C'est-à-dire, quel que soit le salaire, parce que vu que le niveau d'échec est... On n'en parle jamais assez, mais en fait, vu que c'est 0,0001, que tu gagnes 2 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, en fait, effectivement, tu quittes pas la même chose, mais le risque est équivalent. Et en plus de ça, tu t'es lancé dans un business où le regard des autres pouvait être important. Déjà, se lancer dans l'entrepreneuriat, quel que soit même un business normal, tu as déjà un gros regard des autres. Des attentes. Et en plus de ça, tu as choisi un secteur. Donc, c'est pour ça que j'ai aimé J'aime bien les gens qui sortent des cases. C'est-à-dire que là, tu es sorti de 2 cases en même temps. Ouais. Tu as quitté ton job et en même temps, tu t'es lancé dans un business où le regard des autres peut être vachement important. C'est-à-dire que tu es sorti presque de tous les clivages possibles. C'est clair. Alors, comment tu as fait ça, en fait ? Tu as dû dépasser beaucoup de barrières mentales en même temps. Là, pour, j'essaye toujours de bien me connaître. C'est pas facile. Du coup, je passe beaucoup de temps à me nourrir de développement personnel. À cette époque-là, j'avais eu un coaching grâce à Unibail. Et donc, du coup, j'ai pu assez vite dessiner mes moteurs. Et ce moteur du gros salaire sécurisé ou ce moteur du regard des autres, c'est vraiment secondaire plutôt pour moi. Je dis pas que j'y suis insensible, tu vois. Bien sûr, le regard des autres, c'est difficile d'être complètement étanche. Mais moi, mon moteur principal, c'est de progresser. C'est la compétition interne. C'est de me mettre dans des situations inconfortables pour capter, pour comprendre, pour expérimenter, pour devenir meilleur, tu vois. Et l'entrepreneuriat, en fait, c'est ça, tous les jours, puissance 10, tu vois. Donc, du coup, je me régale dans ma dimension qui est mon moteur principal. Mais au début, il y a forcément des gens, quand tu dis, voilà, je vais me lancer dans la gestion des obsèques,
tout le monde a dû te poser plein de questions. Et forcément, moi, je trouve que quand tu te lances, ça réveille toujours les peurs des gens qui se lancent pas non plus. Ouais. Et les gens qui se lancent pas, c'est la majorité des gens. Et donc, du coup, tu réveilles les peurs d'autrui. Et en général, il y a un effet un peu miroir. Ça devient difficile à gérer. Ça a l'air simple quand on parle, mais je pense que... Et en plus, dans un business que personne n'a attaqué depuis peut-être 20 ans, qu'on en parlera après, qui est géré d'ailleurs par 2 gros acteurs... Il n'y a personne d'autre. Non, donc, mais c'est sûr. En tout cas, moi, je peux jamais dire ce que je fais en 2 minutes. Tu vois, les gens ont besoin de creuser, ils ont besoin de comprendre, ils trouvent ça bizarre, ils ont besoin de comprendre l'intention derrière. Tu vois, c'est un sujet où ils ont vécu un deuil et du coup, ça crée une conversation qui nécessite du temps. Tu vois, donc je peux jamais pitcher ce que je fais en 30 secondes et souvent, ça devient l'objet d'une discussion assez longue. Mais c'est ce que j'aime, c'est que du coup, assez profonde. Tu vois, moi, le small talk, il est hyper compliqué pour moi. Ça me prend énormément d'énergie. J'ai l'air assez à l'aise, mais tu vois, par exemple, un format cocktail, je rentre très fatiguée. Tu vois. C'est marrant, je l'ai exactement comme toi, celui-là. C'est marrant, j'avais jamais mis des mots dessus, mais le small talk, pour moi, est très difficile. Ça me tue mon énergie. C'est très, très difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme nous. Et c'est pour ça que le podcast te nourrit, je pense. C'est que c'est un format long aussi, où du coup, tu as le temps de vraiment connaître quelqu'un, quoi. Bien sûr. Non, mais le small talk, il y a un côté un peu très en surface. Et quand c'est pas dans tes valeurs, c'est très dur, ouais. C'est dur et je trouve que c'est pas assez assumé que c'est dur. Et souvent, moi, j'ai nettoyé mon agenda pour que ça me ressource, tu vois, mais... tu sais, il y a un peu un FOMO de l'event, etc. Et parfois, en fait, quand tu es dans la catégorie des gens où ça te prend de l'énergie, en fait, on est beaucoup plus qu'on ne croit. Genre, il faut moins en faire, quoi. Ouais. Tu vois, tu es là, en fait, c'est à la fin, l'énergie, le jeu, il est négatif, tu vois. Je savais pas que c'était répandu comme ça, parce que moi, je fais aucun événement. Ouais. Et c'est vrai que même c'est horrible, parce que je me retrouve dans une gênance absolue, parce que du coup, je sais pas parler en small talk, juste de, je sais pas, il a fait beau aujourd'hui, etc. Enfin, tu vois, des trucs très en surface. Je sais pas gérer ces moments-là. C'est pour ça que je fais aucun événement, moi, du coup. Et du coup, voilà, c'est intéressant. Tu t'écoutes, c'est bien. C'est un marché qui est tenu par 2 gros acteurs. En gros, c'est ce qu'on appelle un marché en oligopole versus... c'est un monopole à plusieurs, quoi. Oligopole. À 2, exactement. Oligopole, ça peut être 3, 4, c'est à plusieurs, quoi. T'as raison, pardon. 2 ou plus. Ouais. Et c'est pas Mais commun, là, c'est ça. que 2, là. Là, c'est que 2. Ouais. Mais alors, du coup... Pour que les gens comprennent bien, c'est des groupes, c'est-à-dire qu'il y a des marques différentes, j'imagine. Enfin, il y a des holdings. Voilà, il y a 2 marques principales quand même, mais tu as raison qu'il y a plusieurs marques au sein de ces 2 groupes, mais il y a 2 marques principales qui sont Pompes Funèbres Générales et Rock Éclair. Donc ça, c'est les marques les plus connues des Français parce qu'elles ont maillé le territoire. Et puis, effectivement, au sein de leur groupe, il y a d'autres marques un peu bis qu'on connaît un peu moins, mais c'est ces 2 marques principalement. Du coup, situation d'oligopole, personne n'y est jamais allé. Parce que peut-être parce que la mort est tabou, peut-être que les gens justement, peut-être tu sous-estimes. Je pense qu'il y a des gens qui juste socialement n'ont pas voulu dire je monte ma boîte dans la gestion des obsèques. Ça a dû jouer, il y a eu d'avoir des freins à ce niveau-là. Carrément. Non mais du coup c'est une belle barrière à l'entrée, ça joue. Aller chercher des business où il y a de la psychologie derrière où les gens veulent pas aller parce que du coup surtout dans un marché aussi qui est obsolète dans le sens qui n'a pas été digitalisé. Finalement, c'est un marché qui avait un peu tous les avantages pour y aller avec de la tech et du digital. C'est vrai. C'est vrai. Et je pense que tu vois, la barrière psychologique, en fait, quand tu y vas comme un entrepreneur, tu dois être passionné par ton produit. Donc ça, ok, on est tous d'accord. Mais quand il s'agit des obsèques, elle est bizarre cette phrase, tu vois. Et c'est vrai que les acteurs en place, c'est plutôt des grands financiers. C'est un marché qui a été... très sponsorisé par le private equity parce qu'un marché très résilient. C'est quoi est-ce que c'est un fonds de private equity qui tient tout et qui investit dans les 2, ou il y a 2 fonds de private equity qui se partagent le marché? Il y a 2 fonds. Il y a Ontario Teachers Pension Plan qui est le fonds de pension des retraites des professeurs canadiens, mais c'est un des plus grands fonds du monde. C'est quasiment un fonds gouvernemental du coup. Et puis ensuite, il y a des fonds de private equity plus classiques, mais surtout, il y a des rounds tous les 7-8 ans. Donc, ça a changé et c'est pas du tout le premier tour et ça va rechanger, etc. Très financiarisé, en tout cas. C'est très financiarisé, ce qui fait que ça te protège aussi du sujet. Tu vois, c'est qu'en fait, quand c'est financiarisé, que tu parles de flux, que tu l'adresses comme un business d'infrastructure parce que tu possèdes les chambres funéraires, les agences et les crématoriums. Donc, c'est un peu comme les autoroutes. Tu as les péages et puis il y a un flux constant qui sont le nombre de décès par an en France.
Donc là, je te parle comme un financier. Et donc, c'est dans la catégorie infra dans les banques d'affaires. Ok. Alors que nous, on l'a adressé comme le ferait n'importe quel entrepreneur, comme un marché de service à la personne. Et donc, en étant passionné par le parcours des obsèques. Alors là, c'est là où je disais, c'est un peu bizarre d'être passionné par ça. Et d'ailleurs, moi, en toute franchise, ça s'est fait en 2 temps, une memory. D'abord, c'était un service d'hommage en ligne pour rendre hommage à la personne disparue. Et ensuite, c'était l'activité de pompe funèbre. Et la veille, je sentais qu'il fallait que je prenne cette décision, mais je le sentais d'un point de vue du besoin des familles. Je me disais, en fait, c'est pas possible qu'il n'y ait pas une 3e voie. C'est trop bâclé, c'est trop cher, etc. Mais ça, c'est le cerveau qui parle, tu vois. Je fais une analyse de marché, il y a la place, etc. Blablabla. Et puis après, il y a est-ce que j'y vais, sachant que dans notre métier, on prend soin des défunts, on prend soin des morts. Évidemment, on les voit. Quand le rite le permet, on fait la toilette, on les transporte, on reçoit dans nos lieux la souffrance. Donc, c'est plus une mise en lien de personnes en souffrance, c'est dans nos lieux. Et ça m'a terrorisée, ça m'a terrassée, ça m'a vachement affectée. J'étais très, très, très fatiguée. J'arrivais même pas à faire 50 mètres pour aller au café d'en bas. Donc, ça m'a quand même heurté de plein fouet la peur de la mort, la peur de ce que la mort embarque, en fait. Là, c'était encore autre chose. J'ai peur de la mort, j'ai peur de la mort, encore plus, c'est tellement peur de la mort de ce que j'aime. Mais là, c'est quoi la mort dans la vie, quoi. Tu vois, est-ce qu'on peut être heureux avec ça ? Est-ce que c'est trop dark, tu vois ? Oui, comme un médecin, peut-être pourrait se poser la question, ou un chirurgien, ou tu vois, qui devrait, couper des membres parfois. Ouais, je dirais encore plus les infirmiers, par exemple. C'est rare d'être infirmier toute sa vie. Souvent, tu as des cycles. Tu tu arrêtes, tu reviens. Parce que ta charge, elle est dure. Et ça dépend, oui, il y en a qui gèrent peut-être mieux que d'autres aussi. Ouais, ça manque d'accompagnement quand même, tu vois. C'est-à-dire que y a des techniques énergétiques, il y a des techniques spécifiques d'accompagnement de ce genre de gros impacts quotidiens, tu vois, parce que tu as des vies fracturées et que forcément, il faut que ça t'impacte, sinon tu peux pas faire le métier. Il faut pas que ça te fasse sombrer, mais tu es en lien avec les gens, tu vois. Donc, après, comment tu fais circuler ça je pense que les soignants, ils pourraient être plus accompagnés là-dessus. Mais c'est vrai, tu vois, je me dis, les infirmiers, ils accompagnent des malades, et donc du coup, ils sont dans la souffrance. La mort est quand même quelque chose de différent, parce que c'est une fin, mais c'est plus dans l'accompagnement, le soutien de ceux qui restent vivants. Il y a quelque chose peut-être de plus facile de ce point de vue-là aussi. C'est la souffrance du deuil. C'est la souffrance du deuil. Plus. C'est une souffrance psychologique. Mais il ne faut pas hiérarchiser les souffrances. Tu vois ce que je veux dire ? Parfois, la santé mentale, ton corps, il est en pleine santé. Et pourtant, ça va pas. Donc, non, c'est une souffrance aussi, tout simplement. Et donc, du coup, comme ils tiennent le marché, ils ont pu faire un peu ce qu'ils veulent, parce que du coup, ils peuvent mettre les prix qu'ils veulent. Est-ce qu'il y a eu des accords, tu penses, entre ces 2 entreprises, ou dans un oligopole ? Ce que tu disais dans un podcast, j'ai pris mes notes, qu'en gros, un cercueil était vendu chez la concurrence en moyenne autour de 2500 €, et que vous le vendiez 1000 €. Donc on peut se poser la question, parce que 2 fois et demi le prix sur la somme la plus importante, je crois la gestion des obsèques, ça coûte 5000 € en moyenne pour les Français. Donc 2500 €, donc c'est à peu près 50% du budget. Ouais, exactement. Donc on peut se poser la question quand toi, tu es à quand même 20%. Ouais. C'est lié à cette situation d'oligopole. Et on l'a connu avec les taxis, on l'a connu avec la téléphonie, c'est-à-dire en fait là, tu vois, il y a un pattern au marché oligopolistique qui est notamment des niveaux de marge trop élevés et plus élevés que si tu avais une concurrence. Et c'est combien de marge du coup là ? Parce que... ça s'achète, si tu veux, moi un cercueil, je l'achète, moi qui suis petite par rapport à ces acteurs, je l'achète entre 200 et 300 €. Ok. Ah ouais, donc donc ils multiplient par 10 quoi, potentiellement le prix quoi. Exactement. Donc c'est une marge, on pourrait penser à 90%, marge brute à 90% sur les cercueils. Voilà, ouais. Pour eux, quoi. Ouais, sur les cercueils, c'est ça. C'est une marge. C'est une marge qui est conséquente, et du coup il y a une pression commerciale qui est un peu trop forte, parce que comme tu l'as dit, si tu vends bien un produit, tu as déjà maîtrisé 50% de ton devis et potentiellement encore plus de ta marge, tu vois. Alors que les gens sont fatigués face à toi, tu vois. Ils sont moins équipés que pour d'autres achats. Il y a un truc aussi dont on ne parle pas, c'est pas quelque chose qu'on prépare, la mort de quelqu'un.
Donc du coup, il y a toujours ce sentiment d'urgence qui est là. Ouais. C'est vrai que c'est le moment de vie où il y a potentiellement le plus d'urgence, et en même temps, c'est un budget, 5 000 €. Ouais. Non, mais c'est un énorme budget. Donc entre l'urgence, le budget, le fait que toi, tu as envie de pouvoir entamer ton deuil assez vite et d'être dans cette gestion administrative, finalement, c'est vrai que du coup, la gestion des obsèques, c'est un moment difficile jusqu'à ce que les gens se réunissent et que du coup, ça puisse être un bon moment. Mais avant ça, c'est vrai que quand tu sors de l'hôpital et que tu dois aller gérer, acheter le cercueil, etc., pour l'avoir vécu, c'est vraiment une mauvaise expérience de vie, quoi. Enfin, t'as pas du tout envie d'aller gérer ça à ce moment-là, quoi. Non, et puis les lieux sont souvent un peu froids. Tu vois, les agences de pompes funèbres, elles sont tristes. En plus, je sais pas pourquoi. Enfin, tu vois. D'ailleurs, tu en parlais, mais j'ai toujours été choqué que ce soit vraiment dans la rue, comme une boutique normale. Il y a le côté un peu pudique. Le fait, vous, je sais que c'est en étage élevé. Vous travaillez cette expérience-là aussi. Ça, je trouve ça génial parce que c'est vrai que c'est un moment où peut-être que tu as envie d'être reçu, peut-être que... Je sais pas si vous faites ça, mais qu'on te propose peut-être un café, qu'on te dise de t'asseoir. Là, tu as l'impression que c'est un peu froid, tu arrives dans la boutique. Ouais. On fait complètement ça. Et tu vois, je ne le savais pas, mais tant mieux. On est rue de la Pompe, qui est pas loin de l'endroit là où on se parle. Et tu vois, il y a les pompes funèbres en bas, et nous, on est en étage élevé. On voit la petite place, il y a des voilages aux fenêtres, il y a du parquet, il y a des couleurs chaleureuses. Et la boisson chaude, elle est évidemment importante. C'est le moment où, où tu bois le plus de café de ta vie. Exactement. Et puis, c'est un rituel aussi anthropologique. Tu vois, la boisson. Dans n'importe quelle tribu du monde, quand tu es reçu, on t'offre un verre d'eau. Partout dans le monde, tu vois. Donc, ça dit plein de choses, en fait. Et nous, dans notre protocole, donc la famille s'installe. Et puis, tu vois, souvent, il y a un des parents qui est là, qui est fatigué. Il y a les enfants qui les soutiennent. Et donc, on leur demande qu'est-ce qu'ils souhaitent. On a plein de thé, on a du très bon café, on a des petites madeleines. C'est pas pour rien que c'est une madeleine, parce que dans notre mythologie française, c'est un gâteau réconfort, tu vois. Et ensuite, on va préparer les cafés, on les laisse un peu seuls, parce qu'il y a, pour le coup, un small talk de 3-4 minutes où tu demandes à ta maman ou à ton papa si ça va, tu finis de t'installer dans la pièce, d'appréhender ce nouveau lieu. Et ensuite, on revient et on démarre. Là, c'est vraiment... du service dans le détail, mais ça compte beaucoup pour que les gens soient disposés ensuite à répondre à tes questions. Les questions, elles sont nombreuses, elles sont pas faciles, parce qu'effectivement, assez souvent, les choses n'ont pas été préparées à l'avance. Donc parfois, on pose des questions qui sont pas simples. Qu'est-ce que vous voulez comme rite ? Alors, les gens sont au courant s'ils sont laïcs ou religieux, mais à l'échelle d'une communauté religieuse, il y a des degrés de praticité qui sont très différents d'une famille à l'autre. Donc ça peut aussi parfois changer le choix de l'application du rite funéraire quand même, pour qu'à la fin, la cérémonie ressemble à la famille et que ce soit pas quelque chose de plaqué. Bien sûr, main dans la main avec l'officiant dans ces cas-là. Mais... Qu'est-ce que les familles demandent aujourd'hui par rapport à 20 ans ? Est-ce que c'est un marché qui a évolué ou pas forcément ? Les gens demandent toujours la même chose il y a des évolutions de marché ? Ce qui évolue, c'est la recomposition familiale. Et c'est marrant parce que... alors, à chaque Toussaint, les journalistes s'intéressent au sujet. C'est un peu le marronnier de l'année. Donc, sinon, c'est blackout sur le sujet, c'est tabou, sauf à la Toussaint où il faut bien trouver quelque chose à raconter. Et j'avoue que j'en ai marre des questions des journalistes sur qu'est-ce que vous avez vu de plus original, où tu vas avoir 250 retombées presse parce qu'il y a un cercueil qui a été amené en calèche. Tu vois, en fait, c'est bien et c'est super. Et si c'est le souhait de la famille, très bien. Mais c'est pas ça les évolutions. En fait, le rite, il est ancré dans l'humanité, donc on continue de se rassembler, de dire adieu, de choisir une demeure éternelle, d'aller jusqu'à cette demeure et ensuite de se quitter, tu vois. Et en revanche, ce qui change, c'est la famille française. Et avant, elle était pas si mixte que ça, c'est-à-dire souvent d'une même religion au sein du couple, et elle n'était pas recomposée. Et maintenant, elle est beaucoup plus mixte et beaucoup plus recomposée. Et ça, c'est ça aujourd'hui, les familles de France. Et du coup, d'où l'importance de partager encore plus ce qu'on veut pour ses propres obsèques. Je caricature volontairement, mais tu vois, il y a 75 ans, le couple majoritairement était catholique, marié, et on déroulait le rituel catholique, etc. Là, aujourd'hui, tu vas avoir une personne laïque, une personne chrétienne ou juive ou musulmane ou des niveaux de praticité au sein d'une communauté qui ne sont pas les mêmes. Et puis, tu peux avoir des enfants de deux unions.
Et nous, c'est cette famille qu'on a face à nous. Et ça, le métier est encore plus important d'ailleurs, de s'assurer que ça fait du sens pour chacun dans son histoire et dans son vécu. Et je pense qu'on aura de plus en plus la responsabilité de dire à ses proches, voilà moi ce que je souhaite pour les guider, parce que c'est la seule chose qu'ils veulent, c'est de respecter la volonté du défunt dans un cadre qui évolue. Tu as répondu un peu à ma question, j'allais dire, comment tu fais quand y a deux personnes de religions différentes ? J'allais dire qui choisit, mais finalement, souvent, c'est un peu le défunt qui avait décidé avant de décéder. Alors, ce qui est respecté dans ces cas-là, c'est la communauté du défunt. Et ensuite, ce qu'on fait c'est quoi aussi, la communauté du défunt religieuse du défunt, c'est-à-dire si par exemple le défunt est... Oui, tu peux avoir un parent, je sais pas, un père musulman, une mère juive, par exemple. Ouais, et ben dans ces cas-là, vraiment là, dans quasiment 100% des cas, c'est le rituel de la personne décédée qui est respecté. Mais ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on choisit avec la famille aussi les officiants religieux qui sont complètement à l'aise avec ces formats-là, accueillants pour l'autre communauté. Et c'est là, en fait, que moi, j'ai mon enjeu. C'est qu'on connaît très bien les officiants parisiens, par exemple, parce qu'on est à leur côté, à leur service. Et on est tout le temps sur le terrain des obsèques avec eux. Enfin, je veux dire, quand vous êtes rabbin ou prêtre aujourd'hui, vous organisez 5 obsèques par semaine. Hein. Il faut avoir conscience de ce temps qu'ils nous donnent, qui est dingue. Et eux aussi, ils sont dans l'urgence. Donc, on les appelle la veille, pour le rite juif en particulier. Musulman aussi, ça doit être fait de manière très rapide dans les 24 heures. Donc, bon, on dépote, quoi, tous ensemble. Et donc, c'est vrai qu'avec le temps, et souvent les familles mixtes connaissent aussi les officiants, on va dire, pour ces cas-là, les plus libéraux, très à l'aise avec ce genre de format, et qui vont être du coup à la fois, bien sûr, dans le respect de leur rite, évidemment, mais aussi dans l'accueil de l'autre communauté. Et c'est ce qui fait que chacun va se sentir bien, et que les obsèques vont être une source de résilience et de premier pas sur le chemin du deuil pour chacun. Ce qui moi, m'importe en tout cas, moi, c'est ma mission. Ça n'existe pas les doubles cérémonies, dans le sens où tu fais une première cérémonie le matin, par exemple, et t'en enchaînes avec une autre, pour vraiment, si tu as vraiment deux grandes familles, par exemple, qui veulent le rite Non, parce que c'est souvent le rite du défunt qui est choisi dans ces cas-là. Vraiment, la volonté du défunt, d'ailleurs, c'est ce qui prévaut dans le bon sens, mais dans la loi aussi. Tu vois, si jamais tu as déposé quelque chose et que la famille n'est pas d'accord, c'est ce que tu as écrit, toi, défunt, qui compte. Bien sûr. Donc ça, c'est respecté. Il y a certaines cultures qui fêtent la mort dans certains pays. Je crois que c'est au Brésil ou... Au Mexique. Ah, c'est au Mexique où ils chantent, ils dansent. Ils vont dans les cimetières. Ouais, et puis ils organisent une fête, quoi. Ouais. Pour eux, c'est un moment de célébration. Ouais. En France, on est plutôt habillé en noir. Il y a plutôt... je sais pas, comment dire, un respect pour les proches, et du coup, ouais, c'est une ambiance un peu, du coup, plus triste. Ouais. Mais voilà, est-ce que ce que je trouve intéressant alors on a chacun notre culture, et du coup, on va pas se mettre à fêter ça parce que c'est trop loin de notre histoire. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est la manière lors de ces fêtes dont ils ont d'habiter les cimetières. Et donc, nous, on est souvent dans les cimetières. Et c'est vraiment des lieux qui méritent d'être visités. Déjà, c'est dans le chaos urbain, des lieux calmes et apaisants. Des lieux avec des arbres magnifiques et centenaires. C'est vraiment des poumons verts au sein des villes. Et puis, ça nous oblige aussi, la présence de tous ces morts, voilà, grâce à qui on est là aujourd'hui. Moi, je me dis souvent, quand je vois par exemple les bâtiments haussmanniens, je pense à ces gens qui sont plus là, qui ont construit ça pour nous. Souvent, je pense à ça. Je me dis, mais merci, quoi. Enfin, franchement, on habite dans les lieux qui ont été construits par nos morts, en fait. Enfin, du coup, ils sont ultra présents quand on change un peu le point de vue. Et dans le cimetière, on est auprès d'eux. Et moi, c'est les mémoires, ça, en fait. C'est les mémoires. Et moi, je trouve ça ressourçant de se dire tout ce qu'ils nous ont légué. Et en tout cas, moi, ça me fait dire qu'est-ce que je vais léguer à mon tour. Ça me motive, en fait. Et donc, je trouve que d'aller dans les cimetières, franchement, allez-y. C'est une petite méditation à ciel ouvert. Ça fait beaucoup de bien aussi. Au niveau des mémoires, est-ce que vous faites quelque chose là-dessus ? Moi, j'avais une question pour toi, par exemple, dans les obsèques, on partage des photos. Il y a souvent des discours
qui marquent aussi parfois. Moi, j'imaginais bien, tu vois, une interface que je me suis fait un peu le film, une interface où en gros, tu pourrais t'y connecter toute ta vie pour avoir accès aux photos et aux discours qui ont été faits ce jour-là, pour un jour à pouvoir se reconnecter. Tu vois, moi-même, par exemple, j'ai fait un discours plus jeune et je crois que je l'ai perdu, je crois, ce discours. Ouais. Tu vois, ça, j'aurais aimé l'avoir encore aujourd'hui, tu vois. Ouais. Je comprends très bien. Et c'est l'origine du premier service in-memory, qui est le service d'hommage en ligne, où du coup, c'est un espace qui est dédié aux défunts, déréférencé de Google. C'est-à-dire que si tu tapes, je prends Michel Monnier, c'est le nom de mon grand-père, j'apprends qu'il est décédé, je vais chercher sur Google, je ne vais pas le trouver, mais il suffit que je t'ai transmis le lien pour que tu puisses y avoir accès. Donc c'est quand même assez public, parce que le rite funéraire est par nature public. Tu vois, quand par exemple il y a des obsèques dans une église, tout le monde peut y rentrer. Tu vois, c'est pas privé, c'est public dans le respect de la dignité. Donc on a un peu fait l'équivalent pour notre service d'hommage, et chacun va partager des mots, des photos, et puis il y a un onglet sur la cérémonie, sur qu'est-ce qui a été dit lors de la cérémonie, où tu peux redéposer les discours. Okay. Il y a eu 5 millions de visiteurs en France. Les photos aussi ou pas? Il y a les photos. Souvent on partage les photos. Ouais. T'as tout le monde qui ramène. Tu sais, souvent tu réunis toutes tes photos. Ouais. Et du coup c'est cool de pouvoir aller les revoir, ces photos. Parce que tout le monde en fait ressort les photos des cartons. Il y a les photos, et en plus tu vois, dans ces moments-là tu choisis la photo. Et donc, du coup, elles sont dingues, ces photos. Enfin, en fait, il y a un travail de sélection. Tu les as choisies parce qu'elles sont liées à une émotion, souvent, à un souvenir. Elles ont une saveur, ou soit c'est un trait particularité de la personne que tu as aimée, soit c'est un souvenir pour toi. Et du coup, ce qui est très beau dans la mémoire, en fait, il y a la définition de la mémoire, c'est que tu sélectionnes ce que tu gardes. C'est ça qui est intéressant dans la mémoire aussi. C'est la substantifique moelle de la vie vécue, tu vois. Et c'est ça qui est dingue avec ces mots, c'est que les gens choisissent leurs mots et choisissent leurs photos. Et c'est une valeur mémorielle pour la famille de dingue. Et tu vois, quand quelqu'un meurt trop tôt, qu'il a des enfants, ça permet aux enfants de garder une trace de qui il ou elle était. Tu vois, il y a aussi cet enjeu de je veux connaître cette personne, je veux pas qu'elle tombe dans l'oubli aussi, parce que parfois on a peur de l'oubli. Tu vois, il y a le souvenir brûlant, puis après tu passes dans l'étape de mémoire qui est plus apaisée, qui est plus sélectif, et tu veux pas aller dans l'oubli. Et ça permet justement, ces belles matières, de continuer à rester en lien. Est-ce que tu penses que l'IA va faire évoluer ton secteur dans le sens par rapport à cette mémoire, ces souvenirs, cette connexion, le besoin de ne pas tomber dans l'oubli? Finalement, l'IA va être idéale pour ça, parce que assez vite, je pense, on va pouvoir répliquer le même timbre de voix avec exactement le même ton. Enfin, si je devais parier, je parierais sur ça, en tout cas, que je ne sais pas si ça sera dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. On arrive déjà à reproduire des vidéos où on ne fait plus la différence entre l'IA ou pas. Et donc, du coup, on pourrait très bien imaginer demain, dans In-Memory, se connecter pour... mais du coup, bon, ça peut... Je vais peut-être perturber les gens en parlant de ça, mais parler avec un défunt, parce que du coup, si tu as beaucoup d'informations, des photos, des textes, des images, etc., cette IA peut être aussi bien nourrie en données, et du coup on peut imaginer, je pense que si ce service-là existait, je pense que certains auraient peut-être envie de, surtout sur des morts subites ou des morts pas préparées, ou des enfants qui n'auraient pas connu leurs parents aussi, par exemple. Enfin, il y a plein de cas très spécifiques où ça pour... Enfin voilà, est-ce que tu as prévu d'aller sur ça un jour, parce que quand même on est quand même en plein dedans. C'est une question compliquée, j'imagine. Je suis sûre que ça existera demain. Et ça fait peur aussi, parce que en tout cas, le processus de deuil, quand même, c'est comme, pour moi, c'est la même dimension que créer un enfant dans ton corps, tu vois. C'est genre un super pouvoir des humains. Donc, tu peux faire confiance au naturel pour survivre à la mort d'un proche. Enfin, on se le disait, c'est insupportable, tu vois. Il y a des morts, c'est insupportable. Et pourtant, tu peux t'en remettre. Tu peux vivre avec. Il y a un processus inhérent à l'humanité qui fait que la très grande majorité des gens peuvent vivre avec. C'est dingue. Non, mais quand ils pensent, c'est dingue. On devrait en crever de ces morts-là, tu vois. Eh ben, il y a un processus de guérison inhérent à la nature humaine. Donc, il faut juste s'assurer que ce processus peut se faire. Il y a dans les deuils, il y a aussi des deuils qui s'appellent les deuils pathologiques. C'est quand là, tu es bloqué, que le processus ne se fait pas pour que... Donc, tu n'arrives pas à vivre avec. Ça peut mener à la dépression, par exemple.
Ça peut être un trauma aussi, peut-être, qui ça reste peut être bloqué, un traumatisme, etc. Donc à la fin, ça impacte ta santé mentale et du coup, tu n'es pas en train d'arriver à vivre avec. Voilà. Dans quelle mesure faire comme si la personne n'était pas là t'aide au processus naturel? Je sais pas. Est-ce que la disparition, le fait de ne plus pouvoir être en relation avec quelqu'un permet de faciliter le deuil ou non? Parce qu'on a quand même aujourd'hui, on peut regarder des vidéos d'un défunt, on peut regarder des photos. Ouais. Là, c'est juste qu'on redonnerait vie de manière virtuelle, effectivement, à un défunt. Du coup, ça pose beaucoup de questions philosophiques. Je suis très mal à l'aise avec ça. Mais en même temps, ça viendra. Mais en même temps, ça viendra. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que c'est plus une question de se demander si on va pouvoir le faire. C'est-à-dire que déjà, sur des vidéos UGC sur les réseaux sociaux, déjà des technologies ne permettent plus de faire la différence entre une personne normale et une... Là, en fait, ce qui manque, c'est plus la voix. Mais une fois qu'on aura réglé la voix, et à mon avis, c'est 5 ans max, là, il ne restera plus de problème pour réincarner quelqu'un. Donc, mais effectivement, se pose la question, est-ce qu'il y aura des lois, tu vois, est-ce que c'est comment ils vont légiférer là-dessus? Et tu vois, sur les espaces in memory, les espaces d'hommage, j'ai pas autorisé la vidéo. D'accord. En tout cas, comme une interview de quelqu'un. Alors pourquoi? Parce que nous, il est utilisé juste après la mort. Donc moi, je me suis dit, est-ce que c'est prendre soin des endeuillés que quelqu'un d'autre puisse poster une vidéo? Donc la personne, elle est morte. Tu l'as appris hier, et là, on te balance une vidéo, de la personne, ultra vivante, pendant 5 minutes, avec sa voix, etc. En tout cas, j'entends qu'on regarde des vidéos quand on est en deuil. Je dis pas ça, mais je voulais pas que ça s'impose aux plus souffrants. Je voulais que ce soit eux qui aient le choix d'y aller ou pas, tu vois. Et comme nous, on rassemble toute la communauté, et la voix, tu sais, la voix, c'est vraiment la personne. Le coma, le principe, c'est qu'on n'a plus la voix, tu vois. C'est ça qui fait qu'on est dans un état de petite mort, tu vois. C'est dingue. Donc du coup, moi, j'ai préféré être super prudente pour pas violenter les endeuillés et pas être à l'origine d'un grand malaise, tu vois, pour eux. Et après, eux, librement, regardent ce qu'ils ont envie de regarder, tu vois. Oui. Il faut se toiler dans leur côté, ça, c'est votre plateforme. Non, mais bien sûr, tu vois. Mais j'ai tendance à penser instinctivement que si la guérison passe par l'extériorisation, je ne sais pas si ça se dit, le fait d'extérioriser des émotions, le fait de plus tu peux te connecter avec un défunt, plus ça va te reconnecter à des souvenirs qui vont faire remonter ces émotions-là et les tristesses, plus tu vas pouvoir les extérioriser. J'ai tendance à penser que la guérison passe quand même par repasser par peut-être cette souffrance, cette tristesse. Oui, à condition que ça te sorte du déni, qui est une étape aussi. Okay. D'ailleurs, c'est quoi les étapes alors du deuil Est-ce que ça a été théorisé? Ça a été théorisé, mais maintenant c'est assez remis en question. C'est un peu dans cette psychologie-là, pas forcément... c'est plutôt challengé. Mais il y a souvent les mêmes choses qui reviennent, mais peut-être pas dans le même ordre, non? Voilà, c'est ça. C'est, je pense, le côté très linéaire qui est remis en question, mais tu peux avoir de la colère, tu vas avoir du déni, tu peux avoir aussi un sentiment d'être accablé. Et puis ensuite, le goût de la vie ou la possibilité de vivre avec revient, tu vois. Mais tu as une phase de déni, par exemple, qui est importante, qu'il faut vivre et dont il faut sortir. Donc, la personne est morte, c'est important à un moment de le voir en face. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il y aura un temps pour ces IA. Il faudra juste armer les gens sur quel est le bon moment pour moi de consommer ça, si ça existe. Et il ne faut pas que ça fasse que la période de déni s'éternise, parce que le déni, c'est un blocage, tu vois. Ça t'empêche d'aller ensuite vers les autres étapes et ensuite vers « je peux vivre avec ». J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sentiments quand on perd un proche et qu'en fait, ils peuvent se mélanger, ils peuvent venir repasser. Enfin, chacun vit les choses différemment. Par exemple, il y a quelque chose qui m'a marqué. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils perdent un proche, ont un sentiment d'abandon, comme si le défunt, en mourant, en fait, il t'abandonnait. Alors que c'est pas c'est pas pragmatique, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui meurt, il t'a pas abandonné volontairement, il est juste mort. Tu vois, donc il y a des sentiments aussi complexes qui peuvent ressortir de tout ça. C'est pour ça que c'est pas simple à gérer, je pense, et qu'il y a besoin d'un suivi, de thérapie. C'est encore un autre métier, ça, parce que pour le coup,
de ça peut sortir des sentiments bizarres Oui, alors, qui n'auraient pas leur place aussi. Enfin, ou en tout cas, tu vois, il y a... ce qui est très important, c'est de ne pas hiérarchiser les deuils. Parfois, on se dit, ah ben, la personne, elle avait 90 ans, c'était un âge où c'est assez dans l'ordre des choses de partir, bon, c'est OK, tu vois. Sauf qu'on ne connaît pas, par exemple, la relation d'une personne qui va souffrir avec cette personne, tu vois. Moi, il y a une question qui m'importe beaucoup quand on parle avec des endeuillés, c'est qui c'était pour vous ? On peut répondre, c'était ma maman ou c'était mon papa, et hop, on catégorise, mais c'était quelle maman, c'était quel papa, à quel point il était un pilier de vie ou est-ce qu'il t'avait armé pour la vie, tu vois. Et donc, du coup, quand tu accompagnes un deuil, il y a qui c'était pour toi. Et là, la réponse, elle est ultra singulière par rapport à la vie vécue. Et c'est pour ça que parfois, ça peut être perçu comme un abandon, tu vois. Bien sûr. Selon la relation que tu avais. Exactement, tu vois. Selon qui c'était pour toi. Exactement. Et autre point aussi sur les réactions, ça c'est un truc qui m'a toujours fasciné pour le coup. Il y a autant d'êtres humains que de manières de réagir à ce phénomène. Et il y a des gens qui vont par exemple pleurer. Il y en a qui vont il y a des gens même impassibles, t'as l'impression, même dans l'hôpital, qui sortent et que comme si ils étaient comment on appelle ça quand on te met des somnifères pas endormi, mais je trouve pas le mot. Je comprends ce que tu veux ouais, dire. T'as plus de sentiments, quoi. Enfin, des gens où t'as l'impression, en fait, ouais, tu te dis, putain, il est pas en train de souffrir, il est impassible, il pleure pas, puis il est même pas proche, tu vois, il touche pas, par exemple, aussi le défunt. T'en as qui vont faire des câlins, tu vois, c'est des manières de réagir totalement différentes. Et je suis d'accord avec toi, faut pas hiérarchiser ou comparer, parce que je me rappelle, je crois que c'était une infirmière qui m'avait dit ça. Parce qu'effectivement, ça m'avait marqué et chacun réagit différemment. Tu as des gens, ils vont mettre 1 an à commencer à se mettre à pleurer. Et en fait, celui qui ne pleure pas ou qui ne se met pas à faire un câlin à la personne qui vient de décéder ou quoi, qui n'a pas la possibilité, c'est pas forcément celui qui va le moins souffrir. Enfin, au contraire, il faut être vigilant à ça parce qu'il y a des gens, on a l'impression que tout va bien, mais en fait, ils sont dans une souffrance qui peut être beaucoup plus forte derrière. C'est très important. C'est bien que tu en parles parce que tu vois, il y a des types de personnalités, ça dépend des personnalités, ça dépend des parcours qui ont moins accès à leurs larmes, qui pleurent jamais et qui peuvent être anéantis, tu vois. Il y a aussi parfois dans le deuil, plus tard, en fait, tu as tellement pleuré que tu pleures plus. Ça veut pas dire que la souffrance est passée. Il y a ça aussi. Au contraire, même, c'est que tu es peut-être au niveau max. Et un niveau au-delà, tu vois des larmes. Pleurer Exactement. Et puis ensuite aussi, ce qui est important dans le deuil, c'est les phases. Et il y a les phases des grandes théories, puis il y a les phases de chaque jour, tu vois. Et c'est une autrice américaine qui a écrit L'année de la pensée magique sur le deuil de son compagnon. Et elle parle parfois d'un phénomène de vague que j'ai pas mal revu dans des lectures ou dans des témoignages. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, ça va, c'est OK, la journée, elle a bien démarré, voilà, ça a l'air d'aller, tu vois. Ça fait 9 mois que la personne que t'aimes est partie, est morte, et puis t'es en train de conduire, t'es au volant de ta voiture, et là, d'un coup, il y a une immense vague qui se réveille et qui t'engloutit. Et la tristesse débarque, pam, comme ça, comme un immeuble qui te tombe sur la tête. T'as aussi ces phénomènes, parfois, de vagues, et ensuite la vague se retire et te laisse complètement anéanti sur le sol. C'est comme ça qu'elle raconte, tu vois. Et il faut recontinuer la journée. Alors que pourtant, le matin, c'était OK. Et du coup, en fait, le deuil, et je pense que les étapes du deuil, ça ne nous a pas forcément aidé à nous soutenir. C'est que, tu vois, il y a une question que je recommande souvent, c'est comment tu te sens aujourd'hui ? Comment ça va là, maintenant, tu vois ? Et c'est comme ça que tu as accès au sentiment de l'endeuillé, parce que sinon, il dit soit ça va pas, tu vois, évidemment, ça va pas, soit, bon, tu vois, il passe parce que, voilà, tu vois, on va pas assez dans le détail de son ressenti. Mais ça peut aussi évoluer à l'échelle d'une journée. Donc déjà, chacun transpire, fait circuler, traduit ses émotions de manière très différente. Et en plus, à l'échelle d'une journée, tu es traversé parfois par des sentiments très différents. C'est un secteur où il y a beaucoup d'humains et du coup, en parlant avec toi, ce que je retiens, c'est que c'est un secteur qui a été adressé de manière assez froide, je trouve. Et c'est que quand je te parle, pour moi, c'est clairement du service à la personne.
Tu vois, le fait que vous n'ayez pas une boutique avec on te reçoit avec un catalogue de cercueils, avec, je sais pas, genre 50 cercueils, un peu comme si tu allais chez le roi Merlin. C'est un marché qui avait besoin justement de cette expérience client. Et oui, si ça a été adressé de manière aussi froide, c'est parce que ça a été financiarisé. Mais ça a toujours été adressé de manière froide comme ça. Peut-être que comme il y avait un tabou et que les gens étaient pudiques, ça a été adressé comme ça. Mais je pense que, en tout cas, il y avait une opportunité d'un point de vue marché, d'un point de vue business, de l'adresser avec une forte expérience client. Pour le coup, on est dans un domaine où il y a vraiment besoin d'humain et d'empathie. Complètement. Et d'ailleurs, alors... T'as pris un contre-pied finalement en attaquant le marché aussi, vu qu'il était adressé de manière avec des boutiques, avec... Et avec beaucoup de froideur. Et après, même les recrutements, tu penses qu'ils ont des process de recrutement parce que tu en parlais dans un podcast, que toi tu recherches des gens empathiques. Ils ont des difficultés de recrutement. Parce que comme en fait, c'est une vocation ce métier, mais comme le métier du soin, tu vois, j'ai une grande chance de manager. Moi, les personnes avec moi, c'est une vocation. C'est incroyable de manager ça. Parce que du coup, l'engagement, il est toujours au rendez-vous. Enfin, nous, chez In Memory, la priorité des priorités, c'est les familles. On n'a pas besoin de se le dire, on n'a pas besoin de se le rappeler, on n'a pas besoin de le protocoler. On respire comme ça. Donc, ça donne une clarté au collectif qui est dingue. À condition que la vocation puisse s'exprimer. Il ne suffit pas de faire un métier, il faut pouvoir avoir un contexte pour le réaliser tel que ta vocation t'y invite. Tu vois, donc notamment... nous, les rémunérations, il n'y a pas un variable sur le prix de vente du cercueil qu'il y a très fréquemment ailleurs. Bah, quand tu es en vocation sur ce métier, c'est gênant en fait. Enfin, tu vois, c'est pas ton sujet. Tu peux pas mettre des règles autant business dans un secteur comme celui-ci en vrai. Ouais, c'est avoir une démarche avec par exemple des commerciaux qui veulent absolument vendre le cercueil le plus cher. Ouais. Ça marche pas. Marche pas, ça les dérange. Pourtant, le marché a toujours été comme ça, mais ouais, c'est sûr, mais c'est une souffrance aussi pour les coéquipiers qui, tu vois, n'ont pas le choix parfois que d'appliquer ça à la concurrence. Je parle, tu vois. Donc du coup, ils ont des difficultés de recrutement, alors que moi non, parce que, alors déjà, il y a pas de concurrence sur la marque employeur, donc évidemment ça aide. Mais aussi, quand tu crées un contexte de travail aligné avec l'objet du métier, qui est un métier de vocation, c'est super, tu vois. C'est quoi les postes que tu recrutes c'est quoi les gens, les postes dans In Memory Alors, il y en a un central qui est le métier d'accompagnant. Alors, c'est l'équivalent de conseiller funéraire, ça s'appelle comme ça dans les autres boîtes du secteur. Nous, c'est un métier d'accompagnant, on appelle ça. Donc, c'est vraiment la personne qui accompagne la famille de A à Z. Et ensuite, on a un métier aussi de célébrant. Quand la communauté est laïque, c'est nos équipes qui vont orchestrer la cérémonie, qui est un autre métier complètement dingue, parce que du coup, tu prends la parole devant une assemblée. Pour les cérémonies laïques ? Exactement. Okay. Parce que les cérémonies religieuses, là, vous devez faire appel Bien sûr, là, on est chef d'orchestre au service de l'officiant, et évidemment, on n'intervient pas pendant la cérémonie. Mais en revanche, pour la cérémonie laïque, c'est nous qui parlons. Et donc, du coup, moi, j'ai créé aussi au sein de mon académie, parce que j'ai créé une académie pour former aux skills, notamment aux soft skills de l'accompagnement du deuil, de prise de parole en public dans un contexte très émotionnel. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, là, c'est un vrai skills, là, pour le coup. Ouais. Parce que c'est prise de parole en public dans un moment de vie spécial. Ouais, avec tout le monde ne peut pas faire ça. Parfois, ta propre émotion, tes propres enjeux de respiration. Et puis, tu vois, nous, par exemple, c'est ça. Enfin, nous, on tient bon, c'est la base. Mais la réalité, c'est que parfois, il y a un proche qui prend la parole. Cette souffrance, elle est universelle. Tu es touché par ça. Je pense, un beau discours. Je pense même tu vas aux obsèques d'une personne que tu connais pas, tu peux te mettre à pleurer sur un discours, je pense. Un coup de batte de baseball dans les jambes, parfois, et c'est à toi de parler après, tu vois. Et ça nous arrive parfois, d'avoir des larmes aux yeux, de se planquer un peu, et ensuite de se ressaisir. Mais en plus, tu as l'imprévu de la prise de parole que tu n'as pas pu digérer avant. Et toi, tu dois célébrer, orchestrer la cérémonie et faire en sorte que ce soit fluide, que chacun se passe le relais dignement, etc. C'est chaud le discours pour les proches aussi, parce que pour le coup, ils sont vraiment dans l'émotion. Et je sais que c'est chaud ça, de faire un discours qui peut être long où il y a tellement d'émotions qu'en fait, tu le lis en pleurant. Tu lis en pleurant, quoi. Écoute, c'est souvent. Et en même temps, c'est cool parce que tous les masques tombent et il n'y a aucun jugement, tu vois. Il y a un côté un peu... Tu vois, t'as quelqu'un qui te lit un discours pendant 15 minutes où il est vraiment en train de pleurer littéralement, tu vois, avec des pauses, etc. Et en même temps, tu vois, t'es
es juste en train d'apprécier le discours et de comprendre la situation. Ça, c'est cool. Il y a de la tolérance dans les. Beaucoup de bienveillance dans le jugement. Et tu vois, ça nous arrive assez souvent. Donc, parfois, on voit souvent les familles. On se voit plein de fois avant les obsèques. Et il y en a certaines qui ont écrit et puis qui nous disent « Je ne sais pas si j'y arriverai. Est-ce que si j'y arrive pas, vous pourrez le lire pour nous ?» Ça nous arrive d'avoir ces demandes des familles. Ah je la comprends totalement. Et complètement. Et là, nous, notre rôle, on est content quand c'est vraiment quand c'est la personne qui y arrive. Et donc, on est un petit peu coach sur place. On apporte un petit verre d'eau juste avant. On dit, ça va être à vous, vous allez y arriver. Tu vois, il y a plein d'anecdotes qu'on se partage ensuite où on a été vraiment soutenant. Et puis, il y a un pouvoir de notre rôle parce qu'on est anonyme aussi. Les proches, ils sont tristes, ils sont dans un affect. Nous, on a une position neutre qui nous permet aussi parfois d'avoir ce rôle ultra soutenant pour quelqu'un où c'est nous qui pouvons dire allez, vous allez y arriver, etc. Et c'est quand même toujours mieux quand c'est la personne qui parle, bien sûr. Tu disais dans un podcast, tu as répondu de manière négative dans un podcast, mais moi j'ai tendance à penser l'inverse. Tu disais qu'il n'y avait pas forcément plus de discours qui ont été réalisés par ChatGPT. Et à mon avis, quand même, il y a quand même beaucoup depuis qu'il y a ChatGPT qui est arrivé, je pense qu'il y a une augmentation des discours faits par IA. C'est pas grave, hein, mais je dis pas que c'est grave ou quoi, parce que non, par exemple, tu peux utiliser l'IA pour mieux le faire, ça n'enlève en rien l'amour que tu as pour quelqu'un, mais l'IA aide à te faire un meilleur discours. C'est vrai qu'il faut quand même aussi avoir une plume, tu vois, ça peut peut-être t'aider à écrire un peu mieux. Mais à mon avis, il y a beaucoup de gens qui cèdent ou qui font leur discours. Mais je dis pas que c'est bien ou pas bien. Hein, mais... Ouais. Non, mais bien sûr, tu as raison. Et après... Tu disais ça dans un podcast il y a 1 an et demi, donc aussi, ChatGPT n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Il y a 1 an et demi. Exactement. Et après, tu vois, tu consommes ChatGPT aussi, c'est que en fait, si tu mets des phrases bateau, il t'écrit un truc un peu naze. Et si tu mets un truc très engagé où tu as des bonnes anecdotes, il va te reformuler le truc et ça va être super. Donc, c'est ce qu'on dit quand on dit apprendre à prompter, mais pour les discours de deuil, si je prends notre rôle à nous, tu vois, il y a des phrases ampoulées, nous allons dire machin, je sais pas quoi, j'arrive même pas à le faire, mais tu vois le croque-mort un peu ampoulé, qui va caser la même phrase bateau que la personne ait 15 ans ou 100 ans, ben ça c'est nul. Et si tu mets une phrase bateau dans ChatGPT, ça va être nul aussi, ça va être de cet ordre-là. En revanche, si tu as glané plein d'informations sur le défunt pour faire des liaisons, pour être un maître de cérémonie, tu vois, qui est dans le coup, qui est personnalisé, que l'IA ait amélioré certaines tournures, c'est bien, surtout à condition que la matière, elle soit singulière et que du coup, ce soit personnel, tu vois. En tout cas, moi, j'aime bien l'idée de ne pas juger. Chacun le vit comme il veut, réagit. Faut pas... C'est un moment où je pense qu'il n'y a aucun jugement à avoir. Pour repartir un peu dans la tech, il y a des startups qui permettent de congeler son corps à sa mort. Il y a de plus en plus de startups qui font ça. Je crois que tu payes... je ne sais plus combien c'est, si c'est 50 000, entre $20 000 et $200 000. C'est large, je ne me rappelle plus vraiment. En fait, tu payes une fois et le jour où tu peux avoir ça comme volonté, tu payes cette startup-là et le jour où tu meurs, en fait, la startup doit venir très rapidement pour que ton visage ne change pas, en fait, c'est ça? Non, il congèle ton corps. Mais le but, c'est quoi? C'est de garder ton corps congelé. L'idée derrière ça, c'est de se dire si un jour les technologies permettent de faire revivre un corps, potentiellement dans 2000 ans, tu pourras revivre. Et d'ailleurs, j'ai vu une autre startup qui faisait autre chose. J'aimerais bien l'interviewer, je ne l'ai pas contacté encore. Il envoie un brin d'ADN dans l'espace. Je trouvais ça assez amusant. Mais on pourrait imaginer une startup peut-être qui enverrait ton corps aussi dans l'espace. Parce que tu vois, je ne sais pas, il y a d'autres vies sur d'autres planètes qui pourraient identifier. Enfin voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que j'entrave des règles en te disant ça te fait peur Parce que c'est vrai que ça se démocratise et quand on voit les géants de la tech aussi aux États-Unis, les gens dans la tech sont vachement sur tout ce qui est médecine préventive, longévité. Et du coup, ils parlent aussi beaucoup de transhumanisme. Ouais. Du coup, ils pourraient imaginer peut-être à ta mort, peut-être récupérer ton cerveau, te cloner. Il y a 1001 choses. Ouais. Je sais que ça peut être des sujets un peu tabous. Quelle est ta vision de tout ça? En fait, je pense que j'ai 2 réactions. Il y en a une où je me dis on a tellement besoin de romantisme parce que tu vois, aller dans les étoiles, on pense déjà à nos morts quand on regarde les étoiles et le Petit Prince a si bien écrit ça, tu vois. Donc, je pense que c'est une autre façon d'être romantique et de
Peut-être qu'un jour, vraiment, nos corps seront dans les étoiles, tu vois. Oui, c'est vrai. En tout cas, tant qu'il y a les étoiles, on va dire, tout ira bien. Et après, par rapport à l'immortalité, je pense que c'est... En fait, juste... En fait, si on ne meurt pas, on peut même pas parler de la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Enfin, tu vois, la nôtre, elle a du sens que parce qu'il y a un vieillissement, que parce qu'il y a une mort à la fin et que du coup, on habite chaque période de notre vie avec intensité et impatience. Tu vois, même le concept d'amour de sa vie, ça fonctionne parce qu'il y a la mort, tu vois. Et du coup, je trouve ça... En fait, moi, ce que j'aime bien dans la vie, ce que j'adore dans la vie, c'est avoir 20 ans, puis avoir 40 ans, tu vois, et se dire, waouh, en fait, à la fois, j'ai pas changé, je suis toujours cet enfant dans une enveloppe corporelle, et d'un autre côté, je vois plus les nuances de gris, j'arrive plus à savourer des choses plus profondes, et puis grâce à ça, du coup, je trouve que j'ai du mal à imaginer la saveur avec une linéarité corporelle et du temps, tu vois. Je comprends pour l'immortalité, mais je me dis juste si quelqu'un... moi, honnêtement, ça me chauffe pas trop ce truc-là, parce que tu dis si on te congèle, tu dis qu'il va te réveiller. Enfin, moi, ça me fait plus peur qu'autre chose, ce truc-là. Mais... Et qui sera là ? Voilà, mais qui sera là. Mais si quelqu'un... Peut-être qu'il y a un marché, peut-être qu'il y a des gens qui veulent faire ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est peut-être... Vu que toi, tu fais de la gestion d'obsèques, il y a une catégorie de gens que tu n'adresses pas de ce point de vue-là, parce que tu vois, si tu fais les laïcs, tu fais tout ce qui est laïque... Je pense que c'est pas autorisé en France légalement de faire ça. Ah ok, possible, ouais. Ah oui, possible, t'as raison. Ouais. Non, c'est interdit légalement. T'as raison, c'était en Suisse la boîte qui fait ça en plus, t'as raison. C'est pas possible. C'est pas français, ouais. Mais ouais. Mais après, il y a tout ce qui est... c'est un autre sujet. Parce qu'aux États-Unis, quand même, dans la tech, dans la Silicon Valley, ils parlent beaucoup de transhumanisme. Enfin, t'as l'impression que leur but, c'est effectivement d'être immortel. Et ça fait peur d'ailleurs, parce que ça fait peur, parce qu'on pourrait se dire que ta conscience, je sais pas, serait peut-être mise dans une machine, et tu vois... Ouais. Et puis, c'est assez sur soi, quoi. Tu vois, c'est-à-dire... je trouve qu'en tout cas, c'est des démarches très perso. Tu vois, c'est pas le transhumanisme de l'humanité, tu vois. C'est le transhumanisme de quelques-uns. Parce qu'en fait, si c'est le transhumanisme de l'humanité, on a un sérieux problème de planète. T'as raison. Et en fait, moi, je pense à mes enfants, en fait. Tu vois, je sais pas comment dire, le transhumanisme de moi-même ne m'intéresse pas du tout. En fait, ce que je veux juste, c'est... en fait, tu vois, déjà, si je donne à mes enfants les moyens de bien vivre leur vie jusqu'à leur mort, et que c'est le plus loin possible, que ça me traumatise rien que d'évoquer ça. Tu vois, en fait, moi, mon petit transhumanisme à moi, c'est ça. Je trouve qu'en tout cas, t'es vachement dans ta ligne de nage. Et c'est là aussi où j'ai du mal à... moi, ce que j'aime, c'est les amis, c'est les enfants, c'est la famille, tu vois. Et t'as jamais le transhumanisme de ton groupe de potes, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, je trouve ça good for you, tu vois. Tu vas être tout seul avec ton trip, mais... Tu seras tout seul dans 2000 ans, t'auras plus personne, quoi. T'es pas de proche, pas de famille, t'es tout seul, quoi. Alors t'as la peau nickel, et t'as les dents blanches, mais bon... Oui, ça perd le charme, finalement, de tout ce qui est le plus important dans la vie. Exactement, je trouve qu'il y a un côté très sous contrôle aussi, et je pense que dans la culture française, ce romantisme, notre côté rock... Après, on peut te mettre avec ton... On pourrait dire que toute ta famille est congelée, tu vois, ton conjoint, tes enfants... Voilà, mais ça, on n'entend pas ça. Ouais, ça, on l'entend moins, t'as raison. Exactement. Et ça, à la limite, je me projette plus, tu vois. Enfin, moi, je suis d'accord avec toi, si je me réveille un jour, je veux juste qu'il y ait mes fils, quoi, tu vois. Je comprends. Et mon mari, et donc, du coup, je trouve que c'est... Voilà, je trouve que c'est un peu un délire perso. T'as lancé In Memory Cell. Donc, parce que c'est vrai que tu sors beaucoup des cases que le solo founder, en général, c'est très, très rare. Femmes aussi, entrepreneuses, il y a plus d'entrepreneurs que de femmes dans la tech et dans le digital. Parce que là, pour le coup, tu digitalises et tu apportes de la tech dans ce marché-là. Tu as levé 30 millions d'euros aujourd'hui, si je ne me trompe pas. C'est ça. Tu t'es lancé dans un business que personne ne voulait faire. Ouais, c'est vrai que tu as l'air assez simple quand tu réponds, mais tu as quitté un job que
Je pense que ça se compte sur les doigts d'une main potentiellement d'atteindre ce genre de job à 27 ans. T'as déjà fait un peu la rétrospective sur ça ou juste tu regardes toujours devant toi, tu te dis jamais parce que en fait t'as cumulé en fait juste solo founder par exemple solo founder femme en gros déjà t'es dans un truc déjà donc après en rajoutant tout le reste. Non mais t'as raison. Ouais, c'est 0,001%. Donc d'où ça vient en fait ce truc moi je me demande toujours d'où ça vient, est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis Ouais, parce que du coup, j'ai peu de chance de réinterviewer quelqu'un qui a ce parcours. Donc, du coup, moi, je suis toujours curieux de me dire d'où ça vient. Je réfléchis. Parfois, c'est juste peut-être inné aussi. Est-ce que ça vient de l'enfance Parce qu'en fait, les gens ne réalisent pas aussi le courage qu'il faut pour quitter une position dans une entreprise. En fait, juste même rien quitter, juste lancer sa boîte, déjà, il y a un regard des autres. Déjà, c'est chaud, ça, tu vois. Et donc, tu vois, quand tu cumules tout, plus lever 30 millions d'euros, effectivement, ouais, t'as pas froid aux yeux, quoi. T'y vas, t'as pas peur d'aller de l'avant. Mais je sais pas si... Je suis pas du tout tête brûlée, par exemple. Je pense que c'est plutôt que quand j'ai quelque chose, un obstacle ou une peur, je vais dedans. Et je regarde ce qu'il y a dedans et je décortique aussi, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, pour entreprendre, il y a plein de peurs à l'entrepreneuriat. Comment j'ai réussi à quitter la tour dorée d'Unibail, etc. Donc, il y a la peur de ne pas gagner sa vie. Alors moi, je n'avais pas cette peur-là parce que j'avais fait des études. Je me disais, bon, au pire, vas-y, franchement, je retrouve un job. Je me faisais confiance. Actuellement, ce n'était pas fou de penser ça. Bon, ok. J'avais pas la peur de la solitude par rapport au côté solo founder, parce que moi, je me ressource seule plutôt qu'à plusieurs, tu vois. Donc, c'est un état... j'en ai besoin et tu vois, au début, c'est extrême la solitude quand tu entreprends, mais c'était OK. En revanche, j'avais vraiment peur d'avoir fait un truc qui ne serve pas pour les autres. Tu vois. Je me suis dit, en fait, je vais tout quitter pour me péter les dents, tu vois. Et donc, je me suis dit, faut que j'adresse cette peur, tu vois. Donc, c'était ça ta peur Moi, c'était ça. Mais déjà, j'ai écrit mes peurs et je me souviens du lieu où je l'ai fait. Alors moi, je pratique beaucoup le journaling. Je ne sais pas si tu connais cette technique de développement personnel. Chaque jour, j'écris. Donc, j'ai 3 étapes en fait dans mon processus d'écriture. Donc déjà, j'ai associé ça à une habitude réconfortante. Quand vous voulez mettre en place un truc dans votre vie, il faut que ce soit avec une habitude qui est déjà en place et que vous kiffez. Donc moi, c'est mon café une fois que j'ai déposé mes enfants à l'école. Et là, j'ouvre un cahier. Que ce soit lié à une émotion agréable en général. Ouais. Exactement. Parce que ton cerveau, en fait, quand il a une émotion agréable, il veut la reproduire. Exactement. Ouais, ça, je le savais, ça. Ça rentre, quoi. Et chaque matin, du coup, j'ai d'abord 5 minutes d'écriture libre. Donc, je dépose tout ce que j'ai dans la tête. Et en fait, c'est dingue de voir tout ce qui tourne dans notre tête, tu vois. J'avais entendu quelqu'un un jour qui disait... Sur le journaling, je sors les poubelles de ma tête, tu vois. Ça me stresse, j'ai adoré faire ça. Que va-t-il se passer là? Tu vois, ce genre de questions qui tournent. J'écris, sans aucune pression sur le style, la forme, etc. Il faut que ce soit hyper naturel. Et ensuite, j'ai 2 autres questions. C'est ce pourquoi je suis reconnaissante et how to win the day, c'est-à-dire un truc à faire pour que la journée soit gagnante. Et c'est en parallèle de mon processus de to-do. Parce que tu vois, il y a ta to-do, tu espères que tu vas faire tout ce que tu vas faire. Souvent, tu n'y arrives pas complètement. Donc là, c'est une action pour que cette journée, elle mérite d'avoir été vécue. Et ça, tous les jours ? Tous les jours. Tous les jours, le matin ? Le matin. Et 7 jours sur 7 ? 7 jours sur 7. Même le week-end Ouais, parce que Cyril, mon compagnon, le fait aussi. Donc, du coup, c'est un petit moment de partage en couple. C'est un petit moment, alors, enfin, où en tout cas, du coup, on c'est comprend. C'est cool de faire des activités en couple, je trouve, d'avoir des activités communes pour le coup, tu vois. Ouais. On se dit, c'est cool d'aller faire du sport en couple et tout, mais au final, d'avoir des techniques de développement personnel en couple, je trouve ça bien aussi, ça, on n'en parle pas, mais. C'est hyper bien parce qu'en plus, tu fais ça positif. Exactement, en fait, ça te rend. En meilleur état pour tes proches et pour ton couple aussi. Enfin, c'est aussi d'ailleurs et pour tes équipes, mais c'est une démarche pour ton entourage aussi, tu vois. Et du coup, j'avais écrit mes peurs et il y avait cette peur-là. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, je suis bloquée avec ma peur. Qu'est-ce que j'en fais? Et donc, c'est ça qui a fait que j'ai créé le service en parallèle de mon job de salarié, un MVP qui était fonctionnel. Hein. Donc, tu vois, je suis pas partie du jour au lendemain. J'ai pas eu le déclic un matin. Et ensuite, je suis allée taper à la porte d'une pompe funèbre. Et là, j'étais franchement terrorisée de ce meeting.
je suis donc pour la première fois rentrée dans une agence de ce secteur en disant, bah voilà, j'ai fait ça. Est-ce que vous m'autorisez à assister à des rendez-vous famille pour que je puisse présenter mon service? Donc pendant que j'étais CMO, c'est-à-dire j'étais que dans les avions. CMO d'Unibail en plus. Encore une fois, faut rappeler quoi. Donc j'étais tout le temps en Europe, etc. Et ben les lundis, j'allais en cachette dans cette agence. C'est énorme ça. Voir des familles parce que j'étais devenue copine avec les conseillers funéraires parce que j'avais pris des petits cafés avec eux, donc ils étaient ok d'avoir un intrus quand même dans leur meeting pour présenter mon service et voir moi-même parce que en plus le deuil ça se fake pas. Tu vois, moi, tu veux ce que les gens pensaient de mon service, j'en avais rien à faire sauf s'ils ils étaient en état de deuil, tu vois, mais du coup, j'avais besoin que l'expérience, elle soit réelle et vraie, tu vois. Je fais le lien avec le podcast que j'ai fait de Alexis Robert, qui est VC chez Kima Ventures, le fonds de Xavier Niel. Et dans les 3 conseils qu'il donne aux entrepreneurs, je crois que c'est le 3e, mais c'est l'un des plus importants, c'est de se confronter au marché. Donc du coup, tu avais quand même le skills entrepreneurial en toi, quand même, parce que tu as eu un réflexe quand même. Tu es tout de suite allé sur le truc le plus important. Quoi. Et ultra terrain, quoi. Enfin, tu vois. Et je me rappelle de chaque famille, et 30 premières familles ont accepté de rendre hommage à un papa, une maman, un frère, une sœur, etc. Je me suis dit, putain, c'est énorme en fait. Et donc là, c'est bon, j'avais adressé ma peur. Donc à chaque fois, je me dis, qu'est-ce qui me bloque et c'est quoi ma tactique pour me débloquer, tu vois. Et aller de se confronter, quoi. Enfin, le confronter dans le sens où de l'écrire, pas du tout de le mettre dans le déni. C'est plutôt, j'ai un truc, là, j'ai une peur, je vais dedans pour explorer, quoi. Je pense que la lucidité, c'est une valeur qui est fondamentale chez moi. Okay. Donc, être lucide sur qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce que ressent l'autre, et quelle est ma capacité de liberté face à mes réactions aussi animales. Tu vois, d'être hyper lucide sur qu'est-ce que je renvoie, c'est quoi mon comportement. Est-ce que j'ai déconné? Est-ce que c'était bien? En fait, je me dis que c'est ça, mais est-ce que c'est vraiment ça? Et en fait, quand tu essayes humblement d'avoir cet état d'esprit, bah finalement, pourquoi pas ça? Pourquoi pas... Oui, ça ouvre le champ des possibles. Ouais. Et tu avais des stock options en plus sur Unibail, parce que quand tu es CMO d'un groupe comme du CAC 40, on te donne des stock options, c'est-à-dire que tu touchais 200 000 € annuels. Ouais. Et en plus de ça, les stock options, ça peut valoir beaucoup à ces postes-là. Ça a financé la boîte au début. Et du coup, tu as vendu tes stock options pour tout investir dans la boîte. Ouais. Parce que ça, c'est balèze. T'as mis tout... J'ai mis 100% de mes stocks. Ah putain. J'ai vendu à 250. Après, elle est tombée à 30. Donc, j'ai eu quand même... T'as vendu tes stock options à 250 000 250 € par action. Ah pardon. Et après, il y a un moment, c'était 30 € par action. Et t'as touché combien sur les ventes de parts? Là, ça m'a fait 300 000 €. Donc, tu as investi 300 000 €. Ouais. Donc, c'est bien, tu n'as pas levé de fonds au début. Exactement. Mais ça, c'est chaud aussi. C'était toutes tes économies. Ouais. Ok. Ouais. Écoute, après, tu vois, on a des cultures aussi. Moi, j'ai une partie de ma famille qui est de tradition protestante, où je pense que, tu vois, c'est Max Weber qui a écrit L'esprit du capitalisme et l'éthique protestante. Il y a aussi des cultures familiales où, en fait, tu es dans le business, l'argent, il est fait pour être investi. Et finalement, sur cette dimension-là, je pense que je suis assez influencée par une tradition familiale où, en fait, avoir un pactole sur un compte qui dort, c'est pas ça la vie. Okay. C'est fait pour être, c'est fait pour construire, etc. Et donc ça, je reconnais que ça a été très facile pour moi. Vous n'êtes pas très risque averse dans la famille. En fait, on est là pour construire. Et du coup, l'argent, c'est un moyen de construire, mais le temps aussi, la volonté aussi. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour construire, ce serait trop simple. Mais du coup, je me suis dit, en fait, cet argent, il est fait pour construire. Je sais, mais moi, ma réflexion, c'est que quand tu es CMO en fait, de Unibail, en fait, pour moi, c'est... Ouais, j'ai tendance à me dire que c'est mieux qu'entrepreneur, en fait. Parce que 200 000, c'est parce que tu avais 27 ans et que tu commençais. Mais quand tu es CMO d'un groupe et que tu as, par exemple, 10 ans d'ancienneté... Oui, ça aurait pu être plus. Je pense que ça va beaucoup plus. Et alors, avec les stock options et tout... Non, mais le package, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, pour atteindre ça en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment chaud, quoi. Donc, ouais, mais bon, ça dépend de... C'est ma vision. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Alors après, j'ai aussi une autre dimension, c'était quoi ma journée et où est-ce que je vais être dans 10 ans. Et ça a toujours été mes 2 tempos. En fait, je pense que le timing dans 3-5 ans, il est super castrateur. Et malheureusement, c'est le timing des BP, tu vois. Et puis, c'est souvent, du coup, ce qu'on se dit, c'est genre, je serai où dans 3 ans? T'as un autre truc aussi dont on parle pas assez. J'étais avec une copine ce week-end qui prévoit de faire son 2e enfant et elle me disait, je veux changer de poste, mais je dois prévoir parce que si j'arrive dans le poste et que 3 mois après, je pose un congé mat, ça, on n'en parle pas assez. Et je fais un lien avec ce que tu dis dans un podcast que entrepreneur, c'est pas mal quand on est maman. Parce que du coup, on a la gestion de son planning. Ouais. Et que du coup, si tu veux aller chercher ton enfant à l'école ou t'occuper de lui une demi-journée ou quoi,
tu peux. Et donc, ça, est-ce que ça a joué aussi le fait de se dire moi, je veux être maman et en fait, ça me permet d'avoir une gestion familiale qui est plus adaptée. Alors, c'est plus facile de gérer sa vie familiale quand on est entrepreneur. Quand j'ai lancé ça, j'étais pas en train de penser à la maternité. Donc ça n'a pas joué dans le déclic. Mais ça a été un vrai cadeau de l'entrepreneuriat. Je pense que, tu vois, un moment où tu as mal au bide quand tu es maman, c'est quand tu as un enfant qui est malade, que tu dois trouver une garde parce que c'est trop compliqué de dire que tu ne seras pas là la journée et que tu laisses ton petit qui est en difficulté. Et je dis ça et il ne faut pas culpabiliser et on fait comme on peut les filles. Mais du coup, tu sais que c'est un grand cadeau de pouvoir te dire, en fait, ma place est là. Bien sûr, dans ces cas-là, j'annule aussi des choses, mais je le fais bien. Et puis aussi, mon mari est entrepreneur, donc on est à 2 à être agile. Donc en fait, on prend nos agendas, on dit, moi je dois être là et toi tu dois être là. Et c'est le modèle le plus pratique, c'est-à-dire ça m'est jamais arrivé d'annuler une journée parce que Cyril il me dit, moi écoute, là je veux bien être à la maison le matin plutôt que l'après-midi, etc. Et ça c'est super et c'est vrai que ça nous enlève des poids, tu vois, des trucs qui sont un peu douloureux aussi quand t'es parent, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Donc, parce que 30 millions d'euros levés, c'est énorme. Donc, tu as levé 10 millions d'euros avec Partech en première levée de fonds. Exactement. Ensuite, tu as levé 20 millions avec Euraseo en lead. Avec Euraseo. Des beaux fonds. Et là, tu en es où? C'est quoi tes projets? Quel chiffre d'affaires tu prévois? Est-ce que tu as prévu d'aller à l'international? Alors là, on continue ce qu'on a craqué. C'est-à-dire que je pense qu'on est à une étape de maturité. C'est cool de pouvoir dire ça quand on est entrepreneur parce que ça met du temps à s'installer. Tu as dit que tu devais être rentable, excuse-moi je te coupe, tu devais être rentable dans un podcast que tu as fait il y a un moment. Ouais. Donc est-ce que ça l'est toujours? Ça l'est toujours. Après, j'ai envie que ce soit plus grand, plus impactant, j'ai envie qu'on soit dans plus de villes. C'est quoi la taille? Combien de collaborateurs? Combien d'endroits? Là aujourd'hui on a 70 collaborateurs. On est dans 4 villes. Moi j'aimerais qu'on soit dans 20 villes. Donc on a 5 fois plus à faire, tu vois. Et en fait, là où je dis qu'on est mature, c'est que l'expérience qu'on propose, elle est plébiscitée, elle est reconnue par les familles, tu vois. Et puis, on sait la faire à chaque fois, même avec l'agrandissement de la taille de la boîte. Parce que moi, c'était mon sujet, tu vois. En fait, nous, c'est l'urgence, c'est l'événementiel, c'est réglementaire, tu vois. Donc, évidemment que pour une famille, on sait bien faire tout ça. Mais comment tu le fais quand tu scales, tu vois? Donc j'étais très obsédée par la sécurisation de la qualité. Ça y est, 100% des cas, c'est parfait. Tu as mis tous tes process pour que chaque expérience se passe 100% bien à chaque fois. Forme les équipes, etc. Donc déjà, ça, je suis très contente. Ça, c'est le socle d'une boîte qui scale et qui cartonne. Dès que quelqu'un vient chez toi, il est 100% satisfait. Après, et on a passé beaucoup de temps aussi à réinventer les opérations parce que tu vois, moi, je me suis vachement inspirée de l'armée aussi. C'est que tu vois... nous, on a une cérémonie avec 300 personnes qui nous attendent sous la coupole du Père Lachaise pour une cérémonie. Et puis la personne se réveille, elle est malade. Elle a 42 fièvres. Sauf que c'est elle qui était censée célébrer. Et la cérémonie, elle est à 10h. On fait comment? Bon, ceux qui se sont posés cette question-là, c'est l'armée. Tu sais, quand tu es à bord d'un bateau, quand l'amiral il va faire dodo, il va voir son numéro 2 et ils ont même un protocole... En fait, ils se le disent. C'est pas juste c'est toi qui prends les commandes. Il y a des phrases consacrées. Et donc, ça devient officiellement le chef le temps du sommeil de l'autre. Donc, tu as des plans B partout, sur tous les postes. Donc, moi, j'ai des plans B aussi sur tous les postes. Comme les pompiers, quand il y a besoin d'une intervention, il y a plusieurs personnes et ils doivent être disponibles dans la demi-heure. Exactement. Et ça, en RH, en fait, moi, dès le premier jour, j'ai mis des process en place d'un niveau de... Enfin, on a l'impression que je suis une grosse boîte, quoi, tu vois. C'était pas facile, honnêtement, mais j'avais pas le choix. Enfin, tu vois, ça peut pas être un peu freestyle au départ parce qu'on n'est pas nombreux. Enfin, c'est nous, l'erreur, elle est inacceptable dans notre métier. Ouais, non, t'as peur. Soit d'un point de vue réglementaire, et là, c'est de l'ordre du pénal, hein. C'est le CGCT qui nous gouverne. Je veux dire, il y a une erreur de respect des volontés du défunt, c'est du pénal. Évidemment, tu vois, c'est un des interdits de la société. Enfin, tu vois, quand un défunt va d'une commune A à une commune B, il faut le déclarer aux 2 mairies. Parce qu'il y a tout un historique dans l'histoire de trafic de corps, etc. Donc, c'est ultra protocolé. D'accord. Et donc, il n'y a pas de je débarque, on est habilité par la préfecture. Oui, c'est réglementé, vous avez une accréditation. Donc, du coup, j'ai aussi beaucoup investi de temps dans les ops. J'ai créé mon propre ERP. Je pensais pas faire ça, honnêtement. Enfin, moi, c'était pas ma cam à la base de créer un soft. C'est pour ça que je me permets de
de souligner ça. Je parle de tech et digital parce que les gens, ils voient jamais la face cachée de l'iceberg. Ouais. Or, une boîte comme la tienne qui vient sur un marché historique et un peu poussiéreux comme celui-ci, les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, que pour que ça marche, la face cachée de l'iceberg, c'est le fait que tu es. D'ailleurs, je voulais en parler, que tu as développé ton propre ERP métier, donc ta propre tech, avec tes propres process. Et en fait, tu es une boîte tech, mais les gens ne se rendent pas compte. Non, ils ne se rendent pas compte. Et c'est le succès des belles boîtes, d'ailleurs, ça, les gens ne se rendent pas compte souvent. Et alors, il y a un truc commun que j'ai retiré souvent, les belles boîtes qui marchent, c'est. Elles ont tout un point commun, elles développent leur ERP métier en propriétaire. Ouais. Mais ça m'étonne pas parce que tu vois, en fait, tu es tellement obsédé par ta qualité que c'est insupportable d'avoir un outil quotidien qui t'empêche d'être à ton niveau de qualité, tu vois. Puis c'est le 80-20, c'est que si tu prends un outil de marché, ils vont faire 80%. Ouais. Et si toi, tu veux le niveau de satisfaction 100%, il faut que tu développes ta tech, tu vois. Souvent, en plus, tu te distingues sur les 20% parce que c'est en là plus, où tu as ta singularité. Tout le monde est bon sur le 80 vu que tout le monde a le même ERP. Voilà, donc tout le monde a, chez nous, les documents administratifs légaux. Oui, il y a l'acte de décès que tu peux joindre à un ERP, mais en fait, moi, c'est ma promesse minimum de la pyramide de Maslow. Tu vois, évidemment qu'on est réglementaire. Je ne peux pas passer 80% de mon ERP à être réglementaire. Ouais. Ça, c'est ma première brique, c'est la base, c'est ce que je dois aux familles. Ce qui m'intéresse, c'est un parcours plus personnalisé, je sais pas, une commande de fleurs qui est extraordinaire, qui doit se passer avec tel artisan et pas avec le mec que tu as plugué dans ta marketplace classique, sûr, etc. Tu vois. Mais ouais, et ça, c'est assez dingue à voir. C'est que tu vois, parfois, tu disais tout à l'heure, mais quand tu te retournes sur le parcours, tu penses quoi ? Moi, je ne pensais pas créer un ERP. Et c'est intéressant, tu vois, parfois, tu sais, souvent on dit « Ah oui, mais la mission est au cœur de tout, ça donne des ailes, etc. » C'est vrai, il ne faut pas être trop romantique non plus là-dessus. Mais ça, c'est typiquement un exemple. C'est que j'étais tellement obsessionnelle sur mes familles et la qualité que je me suis retrouvée à faire un ERP marché. Jamais j'aurais bidé sur moi là-dessus parce que au départ, tu vois, j'ai du mal à m'intéresser à ça. Moi, ce que j'aime, c'est le service, tu vois. C'est pour ça que c'est le point commun, je pense, des succès, c'est que c'est la qualité qui prime. Et pour avoir ce niveau de qualité, il faut des process de ouf. Donc, à la fin, tu crées ton ERP métier. Ça m'étonne pas. Moi-même, j'ai créé mon propre ERP dans ma boîte. Mais c'est pas le truc que tu penses au début, quoi. Enfin, je sais pas, tu te dis pas, je vais créer un ERP. Et il y a un truc que je souligne aussi que je trouvais intéressant dans ce que tu disais, que tu as mis des process d'une énorme boîte dès le début. Ouais. Ça, c'est une bonne secret sauce aussi, parce que souvent, tu as des énormes fondations, tu vois, entre l'ERP, tes process, après, tu peux scaler parce que tu as les fondamentaux. Ouais. Je pense que les fonds d'ici qui nous écoutent devraient regarder, ils devraient sûrement le regarder, mais tout ça, là, ce qu'on vient de dire, c'est le socle en fait, d'une boîte qui a une structure qui marche, quoi. Et ça t'évite aussi des cycles de management difficiles, parce que tu vois, en fait, du jour au lendemain, cadrer les choses, c'est comme quand tu éduques un enfant. Enfin, tu vois, si tu as été super libre et qu'après tu cadres, en fait, l'enfant, il comprend pas et il y a des frottements et tu peux y arriver, mais bon, la période, elle est pas fun, tu vois. Et ça te protège aussi en tant que manager assez solitaire, quand tu es en haut de ta petite boîte, de devoir imposer des changements de rythme, des changements de process, où à la fin tu forces un peu et du coup tu vois c'est tellement plus facile. Enfin, moi par exemple j'ai des astreintes, on est de jour, de nuit, on bosse le samedi, le week-end. Enfin, ma convention collective je la maîtrise partout. Je me suis tout de suite tapé un logiciel RH. Vraiment j'avais pas envie de faire ça. Ça me coûtait de m'intéresser à ça. Mais en fait c'est bon, c'est carré. C'est vrai qu'on n'en parle pas de ça, à quel point les process et le fait de développer un ERP propriétaire maison enlève toutes les frictions dans une entreprise. On n'en parle pas assez parce qu'en fait, quand quelqu'un rejoint l'entreprise, les objectifs sont clairs. Souvent, c'est dans la tech, donc les gens se loguent dans une interface. Tout est carré, tout est transparent pour tout le monde. Et ça enlève les frictions. Et c'est en ça que si tu vois, t'es 60, tu passes à 600 demain. En fait, t'as tout le monde... toute la donnée est connue de tout le monde, tout est processé et c'est pas au doigt mouillé du manager, etc. Et c'est ça qui crée les frictions dans les boîtes, je pense. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Et je pense que y a un impact latent que devrait aussi regarder les VC, c'est l'état mental du dirigeant. Parce qu'en fait, quand tu as des frottements, quand tu dois passer en force et tout, c'est lourd, tu vois. On se sent seul, c'est trop chargé. En fait, quand l'environnement il est clair, le dirigeant il est à sa place et il est disponible aussi pour ses enjeux stratégiques. Donc, évidemment, quand tu es entrepreneur, tu dis que tu fais de la stratégie et que tu es sur des sujets prioritaires. Mais en fait, après, ça dépend de l'écosystème que tu as mis en place. Et tu vois, quand c'est carré et clair, toi, tu te sens mieux, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Dernière question pour toi pour finir ce podcast.
Est-ce que toi, tu as peur de la mort et est-ce que tu aurais des conseils? J'ai l'impression qu'on s'intéresse à la mort trop tard ou toujours quand on vieillit. Mais est-ce qu'il y a des choses pour se sensibiliser? Donc, c'est une double question. Là. Est-ce que tu as peur de la mort et est-ce que tu connais des livres, des moyens, des ressources où on peut avoir accès pour s'y sensibiliser un peu, s'y préparer un peu mieux? Oui, j'ai peur de la mort, bien sûr. Surtout de celle de mes proches. Voilà, ça peut me tétaniser en pensée, tu vois. Le fait de faire ce métier n'a rien changé à ça. Moi, j'ai vraiment un rôle de passeur. Je suis à côté, tu vois, mais je ne suis pas sachant de la mort. Je n'ai pas percé le mystère. Pas du tout. Et ce rôle de passeur, c'est vraiment un rôle de discrétion et d'humilité. Et puis surtout, on se nourrit de l'autre. Donc finalement, ça va pas changer nos peurs intimes, tu vois. Donc j'en ai peur, bien sûr. Mais plus pour les autres ou pour toi? Parce que moi, c'est plutôt pour les autres. C'est plutôt pour les autres. T'as pas peur, toi? Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas aussi, mais la mort d'un parent versus la mort d'un enfant, ça se vit pas non plus pareil. Mais toi, moi, je parlais de la mort. Est-ce que toi, t'as peur de la mort pour toi-même? Non. Ok. Et j'avoue que celle-là, j'y pense pas trop. Alors que je peux Ça, c'est cool, ça. avoir des angoisses de celle que j'aime J'aimerais bien connaître dans ma tête. La stat, combien de Français ont peur de la mort pour eux-mêmes? Je pense que la stat doit être élevée. Hein. Moi, je dirais qu'elle est plus, genre, elle est à 80%, je dirais comme ça. Ah ouais? Ah ouais, enfin. Peut-être que je me trompe, c'est mon biais. C'est vrai que je sais pas du tout. Tiens, je me suis jamais posé la question en stats, mais tu as raison que les réponses sont pas les mêmes. Tant mieux en tout cas pour toi, si c'est pas une peur que tu as, ça t'en fait une en moins. Ouais, ça m'en fait une en moins, mais après, j'ai une angoisse pour ceux que j'aime, tu vois, qui est forte, ça oui. Et après, quand on... plusieurs lectures, quand on accompagne une personne en deuil, il y a un livre qui est très, très bien, qui s'appelle « Vivre le deuil au jour le jour » du docteur Christophe Fauré, qui est psychiatre, spécialisé dans l'accompagnement du deuil. Un livre très pédagogique, soit pour comprendre ce qu'on est en train de vivre, soit pour mieux comprendre ce que l'autre est en train de vivre et pouvoir mieux le soutenir. Donc ça, c'est vraiment... c'est comme un livre de développement personnel sur le deuil. Genre, là, c'est plus sur le deuil, là, du coup. Là, c'est sur le deuil. Okay. C'est vraiment... C'est pas pour sensibiliser à ta propre mort. En tout cas, je mettrai en description YouTube déjà ce premier livre. Ouais. Mais en fait, sur la mort, il y a... En fait, finalement, il y a peu de livres. Alors, en fait, la mort en elle-même, il n'y a pas grand-chose à en dire, tu vois. Et d'ailleurs, c'est... Par exemple, il y a te pas préparer beaucoup... philosophiquement à ne plus être là. Voilà, mais du coup, c'est plus... On passe tout de suite dans des dimensions plus philosophiques. Moi, il y a un livre que j'adore qui est L'Alchimiste de Paolo Coelho, qui est sur le destin de la nature humaine. Il est génial ce livre. Ouais. Il est génial. Et en fait, c'est le destin. Et dans destin, il y a mort aussi. Tu vois, tu n'as pas de destin sans la mort. C'est pour ça que ça change complètement le sens de la vie aussi, s'il n'y a plus la mort. Donc ça, celui-là, beaucoup. Et puis, après... Oui, c'est plus peut-être... Oui. Ouais, non, des livres qui te préparent à ça, ouais, comme je te dis. Ouais, c'est pour ça que je te posais la question, parce que en soi, on te sensibilise pas à ça. Ouais, un livre qui traiterait même un philosophe qui aurait fait un livre que sur ça, tu vois. En fait, traiter du sujet de la mort, quoi. Je trouve que en fait, sur la mort, il n'y a pas grand-chose, parce que tu vois, par exemple, dans les athées, donc vraiment qui pensent qu'il n'y a rien après la mort, il n'y a pas beaucoup de texte, en fait, parce qu'il n'y a rien à dire, tu vois. En fait, tout de suite, tu passes dans... soit l'après, soit sur la souffrance, mais tu vois, la mort, c'est la fin des fonctions vitales, point, tu vois. Il y a peut-être plus de livres sur la maladie ou ces choses-là. Complètement, sur le vieillissement aussi. Tu vois, moi, je suis aussi intéressée par tous nos petits deuils et toutes nos petites morts et comment les habiter, tu vois. Ça, il y a plein de livres, par exemple, il y a un livre de... j'ai oublié son nom, comment j'ai pu oublier son nom, mais ça s'appelle « Et si vieillir, libérer la tendresse ». Tu vois, il y a deux stratégies par rapport à la vieillesse. Il y a essayer de l'annuler au maximum avec la longévité, toutes les techniques esthétiques, tout ce que tu veux. Et puis, il y a aussi l'habiter, tu vois. Et en faire peut-être, par exemple, une source de tendresse. Moi, j'ai toujours été parfois hyper touchée par la tendresse de nos anciens. Tu vois, cette tendresse de vieilles personnes. Elle est très spécifique et singulière, et leurs mains, le toucher des mains, leur peau qui est si belle parfois, tu vois. Et je trouve qu'il faut toujours avoir un peu, surtout dans notre monde qui est assez focus sur cette longévité, on peut aussi habiter pleinement chaque étape
Et on sait tous que ça renferme une beauté incroyable, dans tous les sens du terme, esthétique aussi, d'arriver à habiter chaque état de notre vie, tu vois. Et je sais que, par exemple, moi, ayons des projets pour notre vieillesse, tu vois, et je trouve que c'est un enjeu de la génération de nos parents, et c'est une tellement bonne nouvelle qu'ils vont mourir beaucoup plus tard que leurs parents, et donc ils ont face à eux 20, 30 ans, tu vois, post-fin d'activité. On en fait quoi, tu vois ? Allons-y, quoi, habitons cette vieillesse, et pour moi le mot est magnifique. Qu'est-ce qu'on en fait comme projet ? Et cette question, elle va se poser là aussi, tu vois, il va y avoir vraiment plusieurs cycles. Et donc de ne pas essayer de dupliquer tes 40 jusqu'à 80. Non, vas-y, je prends chaque morceau. Qu'est-ce que j'en fais ? Elle est où la saveur ? C'est marrant, je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que moi, j'entends beaucoup de gens qui parlent justement de longévité. Donc, ils sont toujours en train de se focus sur vivre plus longtemps, mais pas sur comment profiter mieux de sa vieillesse, c'est ce que je veux dire. Ouais. Alors qu'au final, est-ce que tu as vraiment la main pour vivre beaucoup plus longtemps ? Oui, bon, tu peux peut-être activer des petites choses, mais c'est vrai que philosophiquement, je trouve ça plus intéressant de se dire quelle que soit la durée de ma vieillesse, quels vont être mes projets, comment je vais en profiter, parce que les gens sont tellement focus sur vivre plus longtemps, en fait ça devient le sujet principal, mais plus et tu vois, qu'est-ce que je vais faire de ma vieillesse, de vie de dingue, on signe tous, je pense, plus que pour 20 ans d'ennui à mourir. T'as raison. Enfin, à la fin, il y a le contenant, mais il y a le contenu. Et moi, je suis de la team du contenu, tu vois, plus que du contenant. Ouais. Tu préfères vivre un peu moins longtemps, mais avoir bien vécu. Ah ouais. Mais ça nous oblige, hein, tu vois, c'est quoi bien vivre, c'est quoi les bonnes expériences, c'est quoi s'aimer les uns les autres, tu vois, c'est quoi prendre soin de ce qu'on aime, c'est quoi ces projets-là, c'est quoi vieillir en forme, mais pas dans le sens de la longévité, tu vois, en essayant, voilà, d'être dans un mouvement, d'habiter mon corps, de quand même m'aimer encore, tu vois. Ça, je trouve ça passionnant. On va finir le podcast là-dessus parce que du coup, tu parles d'amour, de s'aimer les uns les autres, c'est l'humanité, et finalement, ça rejoint aussi un peu... ce qui se passe quand quelqu'un meurt, qui a aussi beaucoup d'humanité. Ouais. Ça me paraît pas mal de finir là-dessus. Beaucoup d'amour et d'humanité dans la mort. Ouais. Pour finir là-dessus, j'ai participé à un exercice incroyable qui s'appelle la chaise vide en développement personnel. Tu te mets devant une chaise vide et tu mets sur cette chaise une personne vivante ou morte à qui tu dis quelque chose que tu n'as jamais osé lui dire. Et on a fait ça en groupe, avec un groupe en qui j'ai un grand niveau de confiance. C'est très profond. Il y a eu beaucoup d'émotions. Et ce n'était que des histoires d'amour. Ce n'était que je voulais te dire que je t'aime et je ne te l'ai pas assez dit. Ce n'était que de là où tu es, j'espère que tu nous aimes encore dans ce qu'on réalise aujourd'hui. Ce n'était que mais pourquoi t'as fait ça alors qu'on t'aimait ? Ouais, c'est jamais un truc matériel mais ou non. Un truc d'argent. C'est que du contenu, tu vois. Je sais pas, de carrière professionnelle. C'est jamais. Des sentiments plus profonds. Jamais. Et donc, du coup, le contenant, fine, parce que ça permet, tu vois, de bouger, de marcher, de respirer, de pas souffrir. Mais aussi le contenu. Et moi, j'étais sidérée par ce truc. Il y avait que des leaders, des vies professionnelles, machin, tout ce que tu veux, de malades. Et à la fin, c'était des petites histoires d'amour. Donc... je vois. et dans les obsèques, c'est ça, c'est des histoires d'amour, tu vois. C'est là, pour le coup, qu'on peut dire qu'on est tous égaux, quelles que soient nos carrières. Carrément. Quand on meurt, à la fin, il nous reste un peu la même chose. Enfin, on est tous sur les mêmes histoires, en fait, d'amour. C'est pas parce que tu as la plus grosse carrière de tous les temps que tu vas... D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai fait un texte là-dessus que je vais publier sur LinkedIn, là, je crois, demain, sur le mérite. Et tu vois, je trouve qu'à la fin, quand tu meurs... Justement, ce qui te reste, c'est pas combien tu as sur ton compte, quelle est ta carrière, mais c'est des valeurs beaucoup plus profondes, comme par exemple, tu vois, la valeur du mérite. Le besogneux qui va travailler tous les jours, qui a du sens dans ce qu'il fait pour nourrir sa famille, etc. Eh ben, j'ai tendance à penser qu'il quitte ce monde avec plus de légèreté que celui qui, par exemple, a hérité de 1 milliard... qui a roulé en Ferrari toute sa vie, mais finalement qui est un peu creux au fond. Donc on meurt avec des valeurs, et même d'un point de vue énergétique, tu vois, on se remplit de ces valeurs du mérite, effectivement de la dignité, toi, si tu as été très loyal, il y a des valeurs qui sont fortes dans la vie, je pense qu'elles t'accompagnent, versus des trucs pas du tout nobles comme du truc matériel, ou j'étais l'avocat le plus réputé, ou ça reste pas trop à la fin, j'ai l'impression. Ouais, ce qui reste, c'est ta manière de faire, ta manière d'être. Et je le vois dans les espaces d'hommage, tu vois. Parfois, rarement, tu connais le job de la personne. Mais tu connais la façon dont elle faisait son job.
Oui, tu vois, s'il y avait du sens. Voilà. Si... Parfois, il y a des gens qui disent à chaque fois que je rentrais dans votre bureau, vous preniez le temps d'eux. C'est ça qui reste. Exactement, et tu ne sais pas si cette personne était président de la République Exactement. ou chef de je sais pas quoi, etc. Ou pas chef, tu vois. C'est pas ça qui mais reste. on se rappelle des gens pour ça. Par exemple, encore une fois, si on a un proche qui un jour s'est battu toute sa vie pour quelqu'un qui a mis beaucoup de sens dans sa vie, on va le ressentir beaucoup plus fortement que quelqu'un qui était dans des choses plus en surface, plus matérielles, qui a eu une belle carrière, mais finalement, ça reste pas ces trucs-là, j'ai l'impression. Ouais. Non, enfin, dans les on espaces, s'en rappelle pas, au moment du décès, c'est pas ça qui est là. Ça, c'est vrai. Ok, super. Bah écoute, finissons là-dessus. Je te remercie pour ton temps. C'était cool de pouvoir faire un podcast sur ce sujet. Merci, ça permet d'en parler. D'en parler, c'est important. Je mettrai les liens en description YouTube. Et peut-être je mettrai ton lien LinkedIn. Je peux mettre s'il y a des gens qui veulent peut-être prendre contact avec toi. Grand plaisir. Pour t'inviter dans un podcast, parler, faire quoi que ce soit. Avec joie, merci. Super. Merci, à bientôt. Merci, salut.